Bonsoir à tous, merci de votre présence, merci à Fia Gallica de son invitation. Donc je suis Elebron, je suis un jeune professeur d'histoire et de géographie, j'ai aussi une formation en philosophie. Je suis propriétaire d'un autre serveur qui est partenaire du vôtre dans le cadre des Olympiades souverainistes, le serveur La Cité Libre. Et je suis déjà passé quelques fois, donc voilà, la plupart de vous doivent me connaître. Je vais donc vous parler ce soir d'un sujet historique méconnu, mais intéressant néanmoins, la fin des corporations en France. Donc, comme je l'avais dit juste avant, ça va probablement durer, je sais pas, peut-être 1h15, 1h30. J'essaierai de ne pas être abusivement long pour que vous puissiez poser des questions à la fin. Et donc, je vous invite à suivre ma présentation avec le fichier PowerPoint. Alors, très simplement, au niveau du plan de ma brochure, je vais vous parler d'abord des origines des corporations, leur fonctionnement, leurs principales caractéristiques, qu'est-ce que c'est que cette institution, les critiques qui ont pu être émises à la suite de leur abolition par certaines tendances politiques. Ensuite, je ferai un bond en arrière pour étudier l'évolution économique et sociale, en tout cas de certains de ces aspects, de la France du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, pour montrer qu'en fait il y avait des véritables causes de la crise de ce système corporatiste et des critiques qui ont pu lui être adressées dès cette période. Puis dans un dernier temps, je montrerai finalement comment les différentes phénomènes politiques, les différentes lois qui sont intervenues, qui ont mis fin au système corporatiste, ont jeté les bases juridiques du développement économique moderne de la France, donc une économie capitaliste et industrielle, celle qui va se développer tout au long du XIXe siècle. Donc ce sera de l'histoire à la fois politique, économique et sociale. C'est parti. Donc un grand A, les origines du système corporatif d'Ancien Régime. Alors il me semble, même si ce n'est pas un point que j'ai eu le loisir d'approfondir, que ces corporations sont des organisations qui avaient des précurseurs institutionnels, enfin dont l'esprit est assez proche, semble-t-il, à l'époque de l'Empire romain, voire même encore avant l'époque de la République romaine, enfin de la société romaine de l'Antiquité. C'était ce qu'on appelait des collégiats. Alors il y a plusieurs sortes de collégiats. Ce dont il est question ici, c'est de ceux qui ont une dimension professionnelle ou de métier, si vous voulez, ce qu'on appellera au Moyen-Âge aussi des guildes de métiers. Donc les collégiats professionnels, ce sont des associations, ce sont des entités qui ont une personnalité juridique, qui correspond donc, à un ensemble d'individus organisés autour d'un métier et d'une profession, soit à l'échelle d'une localité, soit à une échelle plus générale lorsque voilà, l'organisation pourrait dépasser les limites d'une province particulière, mais c'est quand même souvent des institutions très localisées. Donc des individus regroupés sur la base d'un même métier dans une sorte d'association, si vous voulez, ou en tout cas une entité qui a une personnalité juridique et qui peut donc eh bien, porter plainte, acquérir des biens en tant que personne morale, enfin personne juridique, et ainsi de suite. Donc quelque chose qui a été créé dans le droit romain qui, comme on le sait, est un des principaux atouts civilisationnels de la culture romaine antique, et qui avait déjà prévu ce type-là de cas en matière de gestion des biens et des personnes. Alors ces collégiats professionnels, ils avaient souvent, semble-t-il, un caractère obligatoire et héréditaire, c'est-à-dire que si vous étiez membre, je dis n'importe quoi, mais de la corporation des boulangers de Rome, mettons, eh bien vos enfants le seraient aussi, c'est une sorte de droit statutaire, voilà, les membres se transmettent leur appartenance à cette corporation. Donc il y a un aspect, si vous voulez, de système de caste très hiérarchisé, très différencié. Les corporations avaient chacune leur place dans la ville ou dans l'espace urbain, leur quartier. Elles avaient souvent des fêtes, des cérémonies, voilà, toutes sortes de caractéristiques qui les distinguent en tant qu'un groupe social spécifique qui a une place très marquée dans la société et qui a aussi un statut juridique spécifique. Donc il me semble que ce système des collégiats est très certainement l'inspiration du système qui va se développer en France
à partir du Moyen-Âge intermédiaire. Puisque dans le cas de la France, on nous dit, donc là je cite un texte d'un historien américain qui s'appelle Stephen Kaplan, qui va être ma principale source bibliographique pour cet exposé. Stephen Kaplan, c'est un historien contemporain de formation, ou en tout cas dont les méthodes s'approchent à ce qu'on appelle en France l'école des annales, donc voilà, de l'histoire économique et sociale de longue durée. Et donc il est spécialisé de la France du XVIIIe siècle. Et donc il nous apprend que les premières corporations apparaissent en France autour du XIe-XIIe siècle, dans les villes, à l'initiative des élites marchandes, qui essaient d'obtenir, de la part des pouvoirs publics de l'époque, c'est-à-dire les seigneurs, les ecclésiastiques, le roi, ou peu importe l'instance politique qui contrôle la ville à tel moment donné, des statuts qui leur donnent voilà, des droits qui leur sont reconnus par le pouvoir en place, et qui les distinguent d'autres groupes qui pourraient ne pas avoir les mêmes avantages ou les mêmes devoirs ou les mêmes contraintes. Donc ce système de corporation, donc, il est né au Moyen-Âge, il s'est développé d'abord spontanément, puis il a été progressivement reconnu, ou parfois créé par les pouvoirs publics en fonction de leurs intérêts du moment. C'est quelque chose d'extrêmement hétéroclite, changeant, localisé, voilà, d'une ville à l'autre. Vous n'allez pas avoir les mêmes institutions corporatives, elles n'auront pas forcément le même nom ni les mêmes statuts, enfin, c'est très très hétérogène, à l'image de ce que pourrait être le secteur associatif français contemporain, qui je n'en doute pas est lui aussi hétérogène. C'est pas inintéressant, soit dit par parenthèse, que cette institution se développe au XIe-XIIe siècle, parce que cette période précise aussi, qui est ce qu'on appelle la période de la révolution documentaire médiévale, c'est-à-dire une époque où le développement de la lecture et de l'écriture dans des couches cultivées plus étendues qu'auparavant allait permettre justement de développer de nouveaux métiers, davantage de juristes, davantage de notaires, voilà, tous les métiers du droit en général connaissent un développement important à partir de cette période. Et donc c'est pas un hasard si l'intérêt pour le droit romain, les institutions qui permettent de réguler la société et le développement des villes se manifestent au même moment. Donc dans ces corporations médiévales, elles ont des monopoles sur des secteurs d'activité donnés, c'est-à-dire que la corporation des boulangers est la seule dans la ville ou dans tel espace particulier à pouvoir vendre et fabriquer du pain. Ça veut dire que toute corporation en fait est un monopole public. Ça c'est important à comprendre parce que ça limite leur nombre et ça limite aussi les activités potentielles que pourraient vouloir mettre en place d'autres individus mais qui n'auraient pas l'appartenance à la corporation. Et comme on l'a vu, c'est assez important puisqu'elles ont souvent un caractère héréditaire. Donc en gros, si vous n'êtes pas né boulanger dans la famille de boulanger de tel endroit à telle période, vous ne serez pas boulanger parce que c'est illégal. Donc il faut comprendre que ce sont des systèmes juridiques et des mentalités bien différentes de celles qui vont se mettre en place dans notre période historique. Voilà, donc je passe un petit peu. Alors on peut dire, je vais en reparler plus tard de toute façon, elles ont une organisation hiérarchique, il y a plusieurs niveaux, plusieurs grades dans les corporations. Là j'aimerais passer en page 2. Hop. Donc pour formaliser et avoir un peu une liste des métiers en vigueur, par exemple à l'époque de Saint-Louis, il est question de la rédaction d'un livre des métiers qui compile les règlements d'une centaine de métiers en application dans Paris, hein, qui est une grande ville déjà notable dans le Royaume de France. Et donc ce système corporatiste dont les bases apparaissent au Moyen-Âge intermédiaire va perdurer pendant des siècles, puisque il perdure dans ces grandes lignes jusqu'à la Révolution française, en fait. Hein. Donc on pourrait dire que c'est un système qui a facilement 600 ans ou 700 ans. Hein. Au XVIIIe siècle, donc j'avance dans le temps, il existait des centaines de métiers, des milliers de corporations en France. Dans la seule ville de Paris, on estime alors, je cite toujours le bouquin de Stephen Kaplan, hein, qu'il y avait 30 à 40 000 maîtres. Donc les maîtres, ce sont les individus les plus importants dans une corporation donnée. C'est ce qu'on appelle des maîtres de guilde ou des maîtres de métier. Voilà, c'est ceux qui ont le pouvoir politique, entre guillemets, ou en tout cas le pouvoir décisionnel, en tout cas, dans ces institutions corporatives. Et évidemment, ça c'est le sommet de la pyramide, mais autour d'eux, il y a les deux autres grades en dessous du grade de maître, qui sont les grades de compagnon et d'apprenti.
Et si on extrapole, ça ferait, cette période-là, donc 18e, plus d'une centaine de milliers de membres des corporations au grade d'apprenti ou de compagnon dans la seule ville de Paris. Donc il y a 3 échelons fondamentaux dans les structures corporatives. Alors après, c'est toujours des synthèses, hein, parce qu'ils peuvent changer de nom selon les périodes et les lieux, et potentiellement introduire des grades intermédiaires. Mais en gros, on peut dire qu'il y a 3 grades: les apprentis, les compagnons et les maîtres. Je détaillerai un petit peu plus tard ces 3 grades, mais je fais juste remarquer par parenthèse que si vous êtes un petit peu familier du fonctionnement des loges de la franc-maçonnerie, c'est la même graduation rituelle. Il y a des apprentis, ou en tout cas des gens qui sont débutants, voilà, les initiés de base, les compagnons, et il y a un maître de loge en général. Hein. En général, c'est un seul. Et c'est pas du tout un hasard que le fonctionnement des loges de la franc-maçonnerie soit calqué sur les modèles d'organisation des corporations d'Ancien Régime, parce que les deux ont des origines communes. Les institutions de la franc-maçonnerie, donc qui sont des espèces de groupes d'occultistes et de gens qui voilà, discutent de trucs divers et variés. En fait, souvent, c'est des organisations qui se sont développées au XVIIe, XVIIIe siècle avec la prétention d'être les héritiers de groupes d'ouvriers et de confréries de bâtisseurs et d'artisans du Moyen-Âge, en fait. Là, la plupart des loges, en tout cas, quand elles se sont formées dans la franc-maçonnerie historique, se revendiquaient de façon plus ou moins imaginaire de l'héritage des bâtisseurs, avec, voilà, si vous voulez, l'aura qui accompagne, l'aura un peu mystique ou symbolique qui accompagne l'image des confréries de bâtisseurs médiévaux. Donc c'est le même système de grades, il y a des apprentis, des compagnons, des maîtres. Simplement, les loges maçonniques, elles ont une fonction culturelle, alors que les corporations, c'était vraiment des institutions économiques et reconnues juridiquement. Alors, je vous ai fait un petit schéma, enfin j'ai emprunté un petit schéma sur la société d'ordre dans ce régime. Je ne vais pas le commenter en détail, parce que c'est un peu... c'est juste pour vous situer, en fait, dans quelle partie de l'espace social va porter la conférence de ce soir. Donc nous, on s'intéresse aux corporations. Les corporations, elles organisent des métiers. Elles sont essentiellement urbaines, même si elles peuvent avoir des prolongements dans certains cas, en dehors des limites d'une ville. Voilà. Mais c'est globalement avant tout des institutions urbaines. Et donc on serait dans la partie du spectre des artisans boutiquiers. Voilà. Il n'y a pas de corporation, à ma connaissance, de domestiques, ou en tout cas, ça c'est une autre catégorie de gens qui travaillent dans les villes, mais c'est plutôt en partie des salariés, en partie de ce qu'on appellerait de nos jours des professions libérales ou indépendantes. C'est-à-dire c'est un maître, il a sa boutique, il fait travailler des gens, et puis il y en a quelques-uns qui sont compagnons et qui espèrent qu'ils seront le maître plus tard, et puis il y en a quelques-uns encore en dessous qui sont apprentis et qui espèrent être compagnons en apprenant une activité professionnelle. Alors, donc les corporations, elles ont des statuts écrits, elles sont administrées par des jurés, qui a donné le nom de jurandes, ou par des syndics, hein, qui est un petit peu l'ancêtre du terme de syndicat aussi, qui sont des élus de l'ensemble de la communauté, mais attention, ils sont élus par les seuls maîtres. Donc, voilà, le sommet du sommet, c'est les jurés, qui sont un peu les arbitres, ou les gens qui vont arbitrer les conflits ou prendre des décisions qui concernent l'ensemble des activités de la corporation, je ne sais pas moi, les horaires, à quelle date on fait les fêtes, à quelle date... est-ce que tel type de produit est vraiment conforme aux règles ou pas, enfin, bon, voilà, qui vont prendre les décisions, mais ils sont élus par les maîtres, donc ceux qui sont des propriétaires finalement, hein, d'une boutique, d'un petit atelier, enfin, voilà, qui sont au sommet de la hiérarchie à la fois en termes de formation, parce qu'ils ont subi tout le processus d'initiation technique depuis le stade de départ, mais aussi parce qu'ils ont socialement les moyens de leur pouvoir social. Donc les corporations, on a dit qu'elles avaient des monopoles de fait sur leur secteur d'activité. Elles se battent d'ailleurs beaucoup entre elles pour dire non, mais toi tu fais des verres de lunettes, mais les verres de lunettes c'est pas des verres de montre, donc c'est hors de ton activité. Voilà, donc il y a beaucoup de chamailleries et de procès et de disputes entre les corporations. Elles sont d'ailleurs connues comme ayant un caractère bagarreur. Ça peut donner des heurts dans les rues. Voilà, les pouvoirs publics sont assez attentifs à ce qui se passe entre les corporations, parce que c'est beaucoup de chamailleries sur les limitations de ceux qui le peuvent exercer comme activité ou pas, et dans quelles limites, quoi.
L'appartenance à une corporation, mais c'était déjà vrai en fait du même système dans l'Empire romain, c'est pas simplement quelque chose qui définit l'individu professionnellement ou dans sa position économique, ça définit vraiment de façon quasiment totale son identité sociale. C'est-à-dire, vous êtes de la guilde des boulangers, vous vivez dans le quartier de la guilde des boulangers, dans la maison d'un maître boulanger, si vous êtes un compagnon ou un apprenti du maître boulanger. Vos parents l'étaient probablement aussi, même s'il y a des cas où vous pouvez intégrer une guilde, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui définit votre environnement familial et social, géographique, urbain, votre position dans l'espace. Et puis en plus, les guildes, elles ont des symboles, elles ont des costumes, elles ont des saints patrons, parce qu'on est dans un monde chrétien. Elles ont des événements collectifs qui définissent leur identité, donc voilà, des célébrations communes, des rites de passage, des mots-clés, des codes, et puis une personnalité juridique qui encadre l'ensemble de la communauté. Donc c'est vraiment une organisation communautaire quasiment totale, quoi. Donc ça rigole pas, quoi. Donc elle réglemente fortement l'accès au métier, puisque c'est pas juste un accès finalement à une entreprise où on va travailler, hein, c'est l'accès à un milieu communautaire, voilà, dont j'ai décrit l'importance. Elles autodéterminent comment est-ce qu'on devient maître dans le cadre de telle ou telle corporation. Elles essaient de faire appliquer leur monopole sur un travail défini. Bon, voilà. Elles essayent de maintenir dans l'ensemble des gens de la corporation qui travaillent des standards de fabrication communs. C'est-à-dire, bah, nous on est la guilde des boulangers, le pain on le fait comme ça, avec tel outil, tel matériel, et puis pas autrement, parce que la norme c'est ça. Voilà. Elles cherchent à définir des standards communs et elles les font appliquer. Les jurés, donc qui sont les élus des maîtres de la communauté, ont un droit d'inspection pour vérifier que tout le monde applique bien les mêmes standards. Donc il y a une volonté d'homogénéisation au sein de la corporation, de la manière dont les produits sont vendus, avec un exigence ou un impératif de qualité, c'est-à-dire les règles qui sont imposées sont censées permettre d'avoir un bon produit et voilà, de justifier du statut social, finalement, non seulement d'attirer des clients, mais de justifier de la réputation sociale finalement de l'ensemble du groupe, quoi, hein. C'est un enjeu pour se démarquer, y compris dans la vie de la ville, quoi, de la vie communautaire de la cité, parce que, par exemple, lors des processions publiques durant les fêtes religieuses, les corporations les plus importantes, en termes de prestige ou de membres, sont devant les autres, et donc voilà, des enjeux de reconnaissance, on va dire. Et puis cette régulation, le contrôle de l'accès à la guilde, permet aussi de limiter la concurrence entre les maîtres, hein. Voilà, on ne va pas essayer de démultiplier. Enfin, il y a une volonté de limiter la concurrence, en fait. Pas trop d'entrée dans la corporation, il faut avoir fait ses preuves pour être dans la corporation, et puis seule une toute petite élite pourra, au bout du compte, atteindre le grade de maître et faire ouvrir son propre bureau, sa propre unité de production et recruter d'autres personnes. Alors, ces travailleurs des corporations, donc, ils sont majoritaires, ils s'opposent aux exclus de ce système, qui sont les travailleurs non corporés, c'est-à-dire d'autres gens qui se trouveraient dans la ville et qui se trouveraient y travailler, mais qui n'appartiennent pas à une corporation, et donc qui n'ont pas tous les avantages qui viennent d'être décrits, y compris des avantages qui ne sont pas de nature économique, c'est-à-dire vous êtes dans une taverne et il y a des gens qui vous embêtent, bah, si vous êtes de la corporation de Trucmuche, les autres membres de la corporation vont vous défendre et inversement, c'est-à-dire que ça fonctionne aussi comme des gangs de protection urbains, quoi. Hein, rappelons qu'on est dans des sociétés beaucoup moins pacifiques que celles qu'on connaît. Et c'était encore plus vrai, je pense, de la Rome antique. Donc c'est vraiment, vous êtes membre du groupe à tous les niveaux jusqu'à votre mort, quoi. Alors, toujours là c'est un autre manuel que je cite, un manuel sur la France d'Ancien Régime de 2018, manuel d'histoire. On nous dit que les corporations à Paris ou dans d'autres villes sont susceptibles d'avoir comme sous-traitants des ouvriers indépendants, qui portent apparemment l'appellation de chambrelan. Et donc ça, c'est des individus qui travaillent en ville, mais qui ne sont pas membres de corporations, qui sont d'ailleurs stigmatisés en tant que tels, parce qu'on considère que c'est pas normal, ils sont un peu aux marges de la bonne société ou de la société acceptable, voilà, qui a une reconnaissance sociale et juridique, mais qui servent de sous-traitants officieux. Et en fait, ça, c'est des couches urbaines qui vont tendre à se développer, en particulier dans la période qu'on étudie, parce qu'il y a une explosion de la population urbaine, mais les corporations n'ont pas forcément envie d'accueillir tous ces nouveaux membres. On verra plus loin pourquoi
vont rester fermés par rapport à l'afflux potentiel de nouveaux travailleurs. Mais c'est intéressant de noter qu'elles peuvent avoir des relations vis-à-vis de cette main-d'œuvre non intégrée aux corporations et avec une position dominante, c'est-à-dire que les autres sont des sous-traitants qui travaillent pour la corporation. C'est après tout elle qui a le droit de vente sur certains produits. Donc probablement que seule la corporation vend, je sais pas moi, des marteaux, mais il y aura des gens dans des coins qui feront des petites parties pour le produit fini. Oui. Donc les maîtres, ils sont au sommet de la hiérarchie, hein, avec les 3 stades, donc apprenti, compagnon, maître. Pour passer d'un stade à l'autre, bah, ça dépend, hein, de la durée, peut être très variable selon le métier, selon avec qui vous tombez. Enfin voilà, il y a une grosse part d'arbitraire sur comment on passe les grades, mais ça demande plusieurs années de formation, en tout cas pour évoluer d'un grade à l'autre. Pour atteindre le grade de maître, il faut réaliser un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est une réalisation artisanale qui est considérée comme particulièrement réussie et qui valide auprès des autres maîtres que vous avez atteint le stade requis pour être l'un des leurs. Donc, ça, c'est l'aspect, on va dire, un peu noble quoi, en termes de métier. Donc ça va être, je ne sais pas moi, un ébéniste, il faut qu'il réalise un meuble particulièrement difficile, voilà. Donc ça, c'est l'une des conditions pour être maître. Et puis, dans certains cas, ça suffit. Dans d'autres cas, il faut également acheter des lettres de maîtrise, comme on achèterait une charge d'Ancien Régime. Donc pensez au fait que les offices d'Ancien Régime sont vénaux à partir, me semble-t-il, au moins du milieu du XVIIe siècle. Enfin, je ne suis pas sûr pour des dates, mais bon. Voilà, si vous êtes inspecteur des impôts, si vous êtes officier de telle branche, etc., etc., il y a plein de professions publiques qui doivent s'acheter auprès des pouvoirs publics. Dans les corporations, c'est pareil dans un certain nombre de cas. Pour être maître, il faut acheter la charge. Et c'est très difficile à obtenir parce que justement les maîtres essaient de limiter le nombre de maîtres pour qu'ils se concurrencent moins les uns les autres et qu'ils augmentent leurs bénéfices individuels. Hein, c'est une corporation tout à fait fermée. Pas d'intérêt à ce que tout le monde soit maître, évidemment. Et puis, comme je l'ai dit, il y a des aspects héréditaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du droit moderne où tous les individus seraient égaux. Là, les individus qui sont fils ou filles peut-être bien aussi de maîtres ont des facilités d'achat de la charge. Donc c'est plus facile quand on est fils de maître de devenir soi-même maître parce que vous n'allez pas payer aussi cher l'acquisition. Donc il y a un système quand même de cooptation et de reproduction sociale assez avancé. Hein. Voilà, alors, et donc, bon, je n'approfondis pas plus, mais je pense que vous avez bien compris la hiérarchie qui ordonne cette économie urbaine des corporations, et donc au sommet, on a les maîtres de métier, les maîtres de guilde, des gens qui sont de la classe moyenne parce qu'ils sont propriétaires d'un atelier ou d'une boutique, et puis surtout, ils ont quand même du pouvoir vis-à-vis d'autres humains, quoi. Hein. Il y a des gens qui vivent dans leur maison, qui sont peut-être leurs locataires, qui sont en tout cas leurs subordonnés dans la production, mais aussi socialement, puisque eh bien, ils ont des droits qui sont définis par les autres, ils ont un avancement qui est défini par les autres. Enfin voilà, ils ont vraiment toute une cour d'individus autour d'eux qui sont dépendants vis-à-vis d'eux. Alors, maintenant que j'ai fini cette présentation des différentes catégories qui composent une corporation, je passe en page 3, 4. Là, je vous ai juste mis pour votre édification un petit document, donc j'ai pas pu bien trouver toutes les informations nécessaires dessus, mais d'après ce qu'on voit, c'est un jeton de métier, donc ça prouve que vous avez le jeton d'appartenance à la guilde. Pour ceux qui ont vu la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, pensez à cette scène où il y a l'un des personnages justement qui veut rentrer dans l'une des guildes de Numénor. Et donc il faut la médaille, le jeton d'entrée. Bon. Là, c'est un jeton de corporation des miroitiers et opticiens qui date de 1770, hein, selon la date où ça a été forgé sur la pièce. Quoi, et donc ça prouve que vous êtes bel et bien réellement un membre à part entière de la guilde des miroitiers et opticiens. Alors, maintenant j'en passe à un aspect politique, la critique des droits que mène une partie des droites les plus traditionnalistes, les plus réactionnaires, vis-à-vis du système corporatiste, la nostalgie politique affirmée vis-à-vis du système corporatiste.
Donc quelques preuves de cette tendance, hein, parce que c'est pas forcément quelque chose avec lequel on pourrait tous être familiers. Je rappelle au passage que je suis historien d'une certaine façon des droites françaises, puisque c'est le sujet d'un livre qui est en attente de parution auprès des éditions Perspective Livre. Donc, là je vous ai pris un extrait d'un article de journal d'un dénommé Guillaume Travers dans le journal L'Incorrect, qui parle, donc c'est un auteur d'un livre sur le système corporatiste. L'Incorrect, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est en termes de positionnement éditorial, c'est un petit peu le même genre de ligne que Causeur, ou voilà, bon, presse en ligne de droite. Et l'auteur nous fait savoir que donc il parle des corporations, il dit que c'était bien, qu'elles permettaient une restriction de la concurrence au nom d'un bien commun supérieur. Les corporations étaient aussi des communautés de vie organisant la formation et l'entraide au sein des métiers, et qu'elles étaient amenées à travailler dans un état d'esprit plus haut que la seule recherche du profit, car elles visaient le travail bien fait, l'équilibre des structures sociales, Bref, que c'était des organisations voilà, pleines de sens, inspirées d'une vision du monde spirituelle, chrétienne, absolument magnifique. Donc voilà, là c'est ce que j'appellerais l'aspect nostalgie. Alors on retrouve des attitudes du même genre, je vais parler de deux personnages historiques bien plus antérieurs et dont les attitudes politiques sont bien plus marquées que ce que je viens de dire, mais c'est la même lignée historique. Hein. On a le pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle, qui lui aussi parlait de à quel point c'est désastreux d'avoir fait disparaître le système des corporations. Il en parle notamment dans sa fameuse encyclique Rerum Novarum, des choses nouvelles, publiée ou parue, enfin je sais pas comment on dit, en 1891. Et il dit à propos de la disparition du système des corporations dans ce régime, le dernier siècle a détruit, sans rien leur substituer, les corporations anciennes qui étaient pour eux, hommes des classes inférieures, une protection. Les sentiments du passé religieux ont disparu, blablabla, laissant les travailleurs isolés et sans défense, livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Donc finalement, avant, sous l'Ancien Régime, il y avait des corporations, c'était une protection, les gens en étaient contents, ils étaient à l'abri de maîtres inhumains et d'une concurrence effrénée. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas trop bien l'histoire du catholicisme et tout, que Rerum Novarum, c'est une encyclique fondatrice de ce qu'on appelle le catholicisme social, qui affirme que voilà, l'Église vise un état politique dans lequel eh bien, il y a des protections sociales. Alors, lesquelles exactement, on ne sait pas trop, mais il ne faudrait pas que ce soit l'économie de libre marché telle qu'elle a prévalu au cours du XIXe siècle. Donc une critique du libéralisme économique mené par l'Église. Bon, ça c'est le point de vue du pape, qui est déjà un point de vue bien conservateur, mais on peut aller encore plus à droite. J'ai trouvé un extrait sur le sujet de Charles Maurras. Charles Maurras, penseur français de l'extrême droite royaliste, ennemi de la République française et défenseur du nationalisme intégral, selon sa propre expression. Et Charles Maurras aussi, voilà, met en accusation finalement celles et ceux qui sont responsables de la fin du système corporatiste. Il pointe évidemment la Révolution française, qui est un marronnier des Maurassiens, et nous dit la chose suivante. On ne revoit pas sans horreur ni pitié ce qui a été dit et fait contre les plus légitimes des associations. Depuis ce décret, Le Chapelier, rendu en 1791, qui nie en propres termes les prétendus intérêts communs du travail, au nom de la démocratie politique et de son individualisme contractuel. Les conséquences furent amères. Donc le décret Le Chapelier, on reviendra en détail sur ça vers la fin de la conférence, c'est un des textes publiés au moment de la Révolution française qui, effectivement, rendra tout à fait impossible le retour en arrière et la restauration du système corporatiste. Et donc là, Maurras, dans un élan finalement de dénonciation de l'économie marchande et de la société bourgeoise moderne, nous dit que les révolutionnaires, finalement, ils ont tout cassé, quoi. Hein, il y avait un système corporatiste, il était, paraît-il, protecteur, et puis, au nom de l'individualisme marchand et de la démocratie, il aurait été abîmé. Voilà. Par l'État, puisque c'est le décret, n'est-ce pas, qui serait à l'origine de la destruction des corporations. Donc finalement, c'est l'État révolutionnaire qui a tout cassé dans une société où ça allait très bien.
Bon, vous allez voir que c'est pas mon avis sur ce qui s'est vraiment passé, hein. Cependant, je note finalement que cette nostalgie du système corporatiste, elle est tout à fait présente dans les droites radicales et les mouvements d'extrême droite du XXe siècle. Alors j'ai parlé des maurassiens qui sont voilà, traditionnalistes ou réactionnaires, mais on pourrait également parler des régimes fascistes du XXe siècle, car il est intéressant de voir que la plupart des dictatures d'extrême droite européennes du XXe siècle se sont revendiquées de la mise en place de systèmes de type corporatiste. Alors, plus ou moins fantasmé, plus ou moins, est-ce que c'est vraiment conforme à ce qui existait historiquement, c'est très débattable, mais ça se produit à chaque fois voilà, dans ces différents types de régimes. À chaque fois, la référence aux corporations est utilisée contre les syndicats et contre le fait que les travailleurs s'organisent eux-mêmes finalement face à leurs employeurs dans une situation d'opposition d'intérêt. Ça, c'est considéré comme inacceptable par les dictatures d'extrême droite. Donc, abolition des syndicats, abolition du droit de grève, ça va ensemble. On peut prendre l'exemple du fascisme italien, qui, à partir de 1926, fait officiellement, interdit officiellement le droit de grève et ne reconnaît comme syndicat que les syndicats du régime fasciste. Avec un enrobage, si vous voulez, nationaliste, disant que finalement on est tous italiens, donc on a tous les mêmes intérêts, donc il ne faut pas faire la grève parce que c'est contre l'intérêt national, bon. Donc ça vise à casser finalement la résistance du mouvement ouvrier italien. La référence aux corporations se trouve notamment dans une charte du travail de 1927, publiée par le Grand Conseil du fascisme, qui déclare « Les corporations constituent l'organisation unitaire des forces de production et en représentent intégralement les intérêts », donc il n'y a pas d'autres défenseurs possibles des intérêts des travailleurs que les syndicats du parti unique. En vertu de cette représentation intégrale, les intérêts de la production devenant les intérêts nationaux, la loi reconnaît donc les corporations. Et on a un discours de Mussolini qui déclare, en 1930 je crois, « L'État fasciste est ou bien corporatiste, ou bien il n'est pas fasciste ». Donc l'affirmation que l'État fasciste finalement restaure un système corporatiste est très présente dans son discours, et on trouvera des imitations plus ou moins officiellement décalquées du néocorporatiste mussolinien dans plusieurs États dictatoriaux de droite de la première moitié du XXe siècle. Donc citons rapidement l'Allemagne hitlérienne, le Portugal de Salazar, l'Espagne de Franco, et surtout plus proche de nous, le régime de Vichy qui fera beaucoup pour justement affirmer que tous les conflits finalement dans la société ont été résolus grâce à la synthèse harmonieuse des corporations qui se seraient restaurées pour les plus enthousiastes d'elles-mêmes. Voilà. Il y a un auteur qui a écrit un bouquin, paraît-il, sur la réapparition spontanée des corporations sous le régime de Vichy, donc une sorte d'ambiance moyenâgeuse et conviviale. Ok, donc critique par les droites radicales ou les extrêmes droites la suppression des corporations qui aurait été un véritable sacrilège d'une institution qui était protectrice pour les travailleurs et qui n'a fait que les jeter dans le bain de la concurrence déchaînée ultralibérale et qui a alimenté finalement la lutte des classes. Donc, c'est un topos de l'extrême droite. C'est le libéralisme qui crée le communisme et inversement. Donc tout ça, il faut le dégager. Alors, moi je vais essayer de vous montrer que, en réalité, la situation de l'économie dans ce régime n'était pas brillante et que le corporatisme était l'un des éléments qui ne favorisait pas le bon développement de la société française du XVIIIe siècle. Et pour ce faire, il faut revenir avant la Révolution française, en plein dans le XVIIIe siècle, dans le siècle des Lumières. Et avant de parler stricto sensu du corporatisme, je vais parler d'un autre problème économique et social de cette période, qui est le problème du vagabondage. Et vous allez voir le lien que ça a avec les corporations. Donc d'abord, il faut prendre en considération le fait que la France du XVIIIe siècle est marquée par une croissance démographique. Donc là, je vous ai mis en page 6 un tableau de l'augmentation de la population. Donc très globalement, voilà, bon, ça augmente. Alors si on veut être plus précis que ça augmente, j'ai mis quelques chiffres, même j'ai mis des chiffres hors tableau.
Donc pour vous donner des idées, la population française vers 1500, donc au début de l'époque moderne, était d'environ 20 millions de Français. On avance jusqu'à 1700, enfin oui, 1700, oui. Là, on serait plutôt autour de 22 millions, donc ça a un peu augmenté en 200 ans, mais bon, c'est pas non plus incroyable, quoi. Il a fallu 200 ans pour avoir une hausse de plus de 2 millions. Et vous allez voir que là, plus on avance, plus c'est rapide. Le fait d'atteindre des augmentations similaires. Donc par exemple, dans la période de temps des 50 premières années du XVIIIe siècle, donc 1700 à 1750, la population française augmente de 2,5 millions. Ça veut dire que là, il a fallu 4 fois moins de temps pour une augmentation, enfin bon, je fais des approximations, mais en gros, plus ou moins 4 fois moins de temps pour une augmentation similaire de celle des 2 siècles précédents. 2 siècles pour 2 millions de plus, et là 50 ans pour 2,5. Donc vous voyez que là déjà ça commence à bien augmenter. Et si on prend d'autres phases de ce XVIIIe siècle, c'est là aussi très marqué. Entre 1750 et 1770, plus 1,5 million d'habitants en France. Donc la population augmente, on arrive jusqu'à 26 millions. Et entre 1770 et 1785, on a encore plus de millions d'habitants qui se rajoutent. Si bien qu'à la fin de la période mesurée, on est à 28 millions d'habitants. Donc 28 millions d'habitants, ça fait plus 6 millions d'habitants en un siècle. C'est une croissance tout à fait soutenue. Et c'est évidemment ça qui va rendre possible ce que vous connaissez par ailleurs, c'est-à-dire les guerres de la Révolution française et de l'Empire. Pourquoi est-ce que la France arrive à résister et à imposer son modèle et sa conception contre tous les États européens coalisés contre elle pendant des années, grâce à ces réserves de population qui font qu'elle donne l'impression d'avoir des armées inépuisables, quoi. Les officiers des autres pays s'arrachent les cheveux parce que chaque fois qu'on bat les Français, ils reviennent avec d'autres armées. Voilà, donc ça c'est un vrai vivier démographique, tant et si bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, la France est l'État ouest européen le plus peuplé. C'est même l'État le plus peuplé de tout le continent, si on exclut la Russie, quoi. Et puis les crises démographiques qui surviennent, il y en a deux principalement, selon un article que je cite, n'ont pas permis d'empêcher, d'enrayer cette croissance de la population. Donc moralité, la France est un pays très peuplé, elle ne l'a jamais été autant, croissance démographique rapide au XVIIIe siècle. Les conséquences. Alors on pourrait dire c'est bien, croissance démographique, alors je ne rentre pas dans les raisons de pourquoi ça augmente, ce serait vraiment un sujet en soi et il y a plein de facteurs. Mais parmi la liste de tous les facteurs, on pourrait dire que certainement il y a une amélioration de l'hygiène, peut-être que la mortalité infantile recule dans certaines régions du moins, que les enfants s'en occupent mieux, bon. Probablement qu'on est déjà dans le début de la transition démographique et qu'il y a déjà une baisse de la mortalité, notamment des jeunes enfants, qui fait que la population va augmenter. Alors, les conséquences économiques et sociales de ça, c'est que, si vous voulez, on est dans des économies traditionnelles, la plupart des gens sont des paysans qui vivent dans des champs, donc quand la population augmente, et les terres fertiles ou les terres cultivables ou les terres dont on peut acquérir la propriété et la transmettre à ses enfants n'augmentent pas forcément au même rythme. Donc il y a un excédent de population rurale. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver une place dans l'économie rurale, et plus on s'approchera de l'époque industrielle, moins ce sera vrai. Plus ce sera vrai parce que la rationalisation de la production agricole avec les machines, etc., va faire qu'il faudra moins de facteurs de travail humain pour une quantité de production équivalente, si bien que on aura de moins en moins besoin de bras pour produire, et il faudra bien que les autres aillent faire autre chose. Donc il y a une croissance de la population, mais que ne peut pas absorber l'économie rurale. Donc c'est pas grave, me direz-vous, ils ont qu'à aller dans les villes faire des emplois. Le problème, c'est que, alors, enfin, j'anticipe un petit peu, mais voilà, il y a un excédent de population qui n'arrive pas à s'insérer dans les cadres sociaux de l'Ancien Régime, et ça va créer, mais c'est déjà vrai au XVIIe siècle, mais c'est bien encore plus marqué au XVIIIe, ce qu'on appelle le problème du vagabondage. Alors ça, c'est très peu connu du grand public, très peu enseigné, très peu, je sais pas quoi, mais c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que le vagabondage, si vous voulez ne pas comprendre ce truc-là, c'est un peu comme ne pas savoir qu'au XIXe siècle, il y a des luttes de classe et puis il y a des ouvriers qui font des révolutions. Vous voyez, on ne comprendrait pas grand-chose au XIXe siècle, ou même au XXe. Bon. Donc là,
crispations, les conflits sociaux tournent beaucoup autour de cette histoire de vagabondage, c'est-à-dire une population d'origine rurale qui ne peut pas se fixer sur des terres, qui passe d'un village à une autre, d'une ville à une autre, mais qui n'a pas de lieu bien arrêté, bien fixé à elle dans la société, et qui inquiète les pouvoirs publics parce que y a des gens qui circulent d'un endroit à un autre, on ne sait pas qui c'est. Dites-vous qu'à l'époque, les papiers d'identité, qui d'ailleurs ont plus ou moins été introduits pour faire face à ça, voilà, ne sont pas utilisables par tout le monde. Tout le monde n'a pas comment dirais-je, ne sait pas lire ni écrire, etc., etc. Donc beaucoup de populations flottantes, de l'insécurité, des vols, hein, parce que dans certains cas, les gens ne s'intègrent pas, donc voilà, ils deviennent des criminels. Il y a du brigandage. Voilà, excédent de population pauvre, donc on ne sait pas trop quoi faire. Ça va aussi en partie expliquer la colonisation de nouvelles terres dans le Nouveau Monde, puisque l'une des solutions de l'État monarchiste sera d'essayer de déporter ces gens-là pour les envoyer peupler d'autres parties du monde. Le pouvoir royal, donc, qui mène une politique pour essayer de fixer ces gens-là, dont on ne sait pas trop quoi faire, d'enfermement systématique dans les hôpitaux généraux. Parce que très souvent, c'est des pauvres airs hein, qui vivent mal, qui ne trouvent pas à travailler de façon régulière. Enfin bon, on essaie de les forcer à travailler de façon fixe dans des lieux institutionnels disciplinaires. Hein. Là, on pourrait faire des liens avec les réflexions de Michel Foucault sur les lieux disciplinaires, hein, casernes, prisons, hôpitaux et le contrôle des corps qui s'ensuit, qui se développe dans cette période historique. Cette politique d'internement forcé, elle a des similitudes dans pas mal d'autres États européens, particulièrement, enfin moi je pense particulièrement moi à l'Angleterre, avec ce qu'on appelle les workhouse, donc les maisons de travail, qui sont voilà, des espèces de semi-prisons où les gens sont capturés pour les faire bosser et qui ne se baladent pas et ne sont pas un problème de sécurité ou de perturbation dans la société. Donc finalement, c'est pas si brillant que ça le résultat hein, de la croissance démographique. On a des décrets de Louis XIV, plutôt vers la fin de son règne, qui déclarent qu'il faut bannir en fait les gens qui sont vagabonds hors de Paris. Hein, donc la chasse au clodo n'a pas commencé sous Hidalgo hein, pour les Jeux Olympiques. Hein, voilà. Alors je vous ai mis un petit texte de Karl Marx dans le Capital où il parle justement de cette situation sociale évolutive. Je vais peut-être pas tout le lire, hein, parce que bon, en plus, lui, son texte porte surtout sur l'Angleterre, qui est beaucoup plus avancé dans le processus et où c'est beaucoup plus critique à cause du problème des enclosures, c'est-à-dire l'accaparement des terres communes au profit des propriétaires privés. Mais voilà, il y a bien un problème d'excédent de population rurale. Je vais juste la première phrase. La création du prolétariat sans feu ni lieu, licencier des grands seigneurs féodaux et cultivateurs victimes d'expropriations violentes et répétées, bon ça c'est surtout vrai pour l'Angleterre, hein, allait nécessairement plus vite que son absorption par les manufactures naissantes. Donc en France c'est pareil, la France va rentrer plus tard dans le processus d'industrialisation, et en gros, on n'a pas encore eu l'idée de mettre tous ces gens-là dans des usines pour les faire bosser, ça n'est pas suffisamment développé chez nous. Donc cette politique finalement hein, de répression, d'exil forcé et de tentative de fixer cette masse de population paysanne pauvre et à la limite c'est pas tant qu'elle soit pauvre mais c'est le fait qu'elle soit errante, quoi. C'est le fait que elle est précaire, quoi. Elle n'a pas de position établie. Parce qu'à la limite on pourrait être pauvre mais bien fixé, bien attaché à son sort et là c'est pas le cas. On peut penser dans les héritages un petit peu littéraires finalement de cette situation sociale à la figure de Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo. Car Jean Valjean, même s'il appartient par les dates du personnage fictif plutôt au XIXe siècle, illustre assez bien cette problématique du vagabondage. D'abord parce qu'il est vagabond pendant une partie du roman, mais d'abord au début de toute son histoire, dans ce qu'il nous raconte de son propre passé au début du roman, s'agissant de l'épisode où il est envoyé aux galères. Alors, il est envoyé aux galères suite à un vol, mais un vol parce que ses neveux étaient en train de mourir de faim. Donc c'est bien l'illustration d'une famille paysanne dont les hommes, en l'occurrence, enfin l'homme, est condamné aux galères, et finalement cette solution hein, de déportation des individus dans les galères royales va être massivement pratiquée dès l'époque de Louis XIV.
Donc voilà, ça veut dire ce que c'est que la condition des classes pauvres sous l'Ancien Régime. Alors j'en reviens maintenant à mes corporations. En quoi ont-elles un lien quelconque avec ce problème du vagabondage, qui est un problème structurel, ça dure plus de 2 siècles, ça dure même encore dans une partie du XIXe siècle. En quoi les corporations aggravent-elles ce problème structurel et donc justifient-elles un certain nombre de critiques qui leur sont faites? Les règles corporatives bloquent l'intégration de l'excédent de population rurale dans l'économie urbaine. Parce que finalement, tous ces gens qui n'ont pas de place à la campagne, peut-être qu'ils pourraient en trouver une en ville. Sauf que les corporations freinent cette intégration. Alors je ne dis pas que ça aurait tout résolu, mais ça bloque, quoi. Pourquoi ça bloque? D'abord parce que l'accès à une corporation est souvent héréditaire. Donc voilà, si vous n'êtes pas né en ville d'un père boulanger, vous ne serez pas boulanger de la ville, et puis c'est tout. Et puis on limite le nombre de recrutements des apprentis ou des nouveaux membres extérieurs parce que, alors j'ai pas identifié bien toutes les raisons, mais voilà, de façon générale ça ne se presse pas. Je pense qu'il y a probablement une pression des compagnons pour limiter les embauches d'apprentis. Pourquoi? Parce que les compagnons, ils espèrent tous devenir le patron à la place du patron. Ils veulent tous Enfin, ils veulent tous. Schématiquement, ils aimeraient bien ne pas être dépendants d'un patron et être le maître de guilde, quoi. Avec les droits sociaux, mais aussi les droits qui ne sont pas que économiques, quoi. C'est pas qu'une affaire d'argent, c'est aussi une affaire de droits plus généraux. Donc finalement, si vous êtes compagnon, alors certes, normalement, c'est pas à vous techniquement de dire si on recrute ou pas, puisque c'est un pouvoir qui est réservé au maître, mais on imagine bien que s'il y a un fort désaccord de cette couche vis-à-vis des personnes qui les emploient, ça peut exercer une certaine pression. Et puis les maîtres n'ont pas forcément envie de très fortement ouvrir le truc, parce qu'au bout d'un moment, il faudra augmenter le nombre de maîtres, et donc augmenter le nombre de boutiques ou d'institutions qui sont en concurrence les unes avec les autres. Donc c'est un peu comme les notaires de nos jours, si vous voulez. Une institution, d'ailleurs c'est une institution qui irait directement du corporatisme dans ce régime, une institution de ce type-là n'a pas intérêt à ce que son nombre de membres augmente considérablement, donc elle va faire pression pour que ça n'arrive pas. Et donc ça empêche l'intégration de ces travailleurs dans l'économie urbaine, puisqu'ils pourraient potentiellement avoir les compétences de travailler comme ouvriers urbains ou une fonction quelconque, mais ils ne peuvent pas trouver de statut dans les corporations. Et même les corporations vont avoir tendance à vouloir les chasser. Ça, c'est une première critique tout à fait importante à mettre en place, qui justifie pourquoi il y a des critiques qui sont adressées aux corporations. Et ces aspects-là que je vais vous détailler, ils ne sont jamais évoqués ou pris en considération par les auteurs réactionnaires, dont j'ai cité quelques exemples précédemment. Ils ne voient pas pourquoi les corporations auraient pu être problématiques, mais en fait, il y a des raisons à ça. Les corporations, elles sont aussi critiquées au XVIIIe siècle par les intellectuels ou les économistes de cette période parce qu'elles participent d'une fragmentation des normes, comment dirais-je, à la fois juridiques et économiques qui peuvent s'appliquer à différentes parties du territoire. Elles font partie d'une critique plus générale qui est celle suivant laquelle finalement la France est trop hétérogène dans ses structures juridiques, mais aussi ses normes, enfin tout type de normes, des normes techniques, mais aussi des normes de déplacement, de poids, de mesure. Il faut se dire qu'on est dans une société d'Ancien Régime où l'unification, même l'unification linguistique, n'est pas réalisée. Donc quand vous êtes, je sais pas moi, dans un chef de manufacture et que vous voulez vendre votre produit, vous avez besoin d'acheter des matériaux, sauf qu'acheter des matériaux d'un tel chez un tel endroit, c'est pas les mêmes matériaux qu'un tel à un autre endroit, parce que ils n'ont même pas des éléments de normes ou de mesures communes. Donc ça limite considérablement le développement de la production et beaucoup des économistes ou des intellectuels de cette époque veulent une uniformisation, une rationalisation finalement de ces fonctionnements qui sont une perte de temps et d'énergie et qui limitent l'intégration des marchés. Alors un exemple de ça, de cette volonté d'uniformiser, outre les erreurs et fraudes que cela entraîne dans le commerce et l'industrie, cette discordance des poids et des mesures nuit également au développement des sciences, alors en pleine expansion au siècle des Lumières. Tous réclament une unification du système de poids et de mesure. On trouve cette revendication dans les cahiers de doléances de 1789, donc il y a des gens qui se plaignent que c'est pas les mêmes poids et mesures partout, donc on ne peut pas comprendre comment les autres font.
Et ce sera finalement réalisé avec la Révolution française le 17 avril 1795 avec une loi relative au poids et mesure qui mettra en place un système métrique unifié. Bon, voilà, je vous passe un peu sur les détails, mais on a en fait une contradiction, si vous voulez, entre la réalité du système corporatiste dans ce régime qui est très particularisé, très local, très différencié, et l'esprit de la philosophie des Lumières, pourrait-on dire, qui est beaucoup plus universaliste, qui souhaiterait mettre un petit peu d'ordre là-dedans et qu'on comprenne qu'est-ce que font les autres dans la ville d'à côté, parce que ils n'ont pas les mêmes règles, on n'arrive pas à communiquer, à échanger, à faire passer de l'information. Et là, j'ai parlé des poids et des mesures du lien que ça pouvait avoir avec le fonctionnement des corporations, mais on pourrait faire des remarques du même genre pour la fiscalité, c'est-à-dire que la fiscalité n'était pas la même partout. Chaque fois que vous rentrez, que vous sortez d'une ville, il y a des taxes spécifiques, etc. etc. Donc les déplacements, les échanges sont perturbés du point de vue des critiques du système d'Ancien Régime, et il faudrait trouver un moyen d'uniformiser ça davantage. Donc cette uniformisation du marché national, elle est portée par voilà, des couches intellectuelles ou des couches économiques, mais particulièrement par la bourgeoisie, hein, donc les couches marchandes, ceux qui ont les moyens de production, ceux qui sont importants dans les foires voilà, qui ont lieu dans les grandes villes, mais aussi dans les manufactures récentes qui veulent l'uniformisation de la production. Évidemment, eux, ils le veulent pour leur propre intérêt et gagner de l'argent, mais c'est aussi quelque chose qui intéresse l'État, cette uniformisation du marché national, parce que, tout simplement, si les échanges s'accroissent et que l'économie prospère, eh bien l'État aura plus d'argent, donc plus de moyens de dépenses, ça va pouvoir alimenter l'armée, et ainsi de suite. Donc l'État n'est pas forcément opposé à ces revendications-là. En tout cas, ça a des relais dans les administrations, ces critiques. Il faudrait faire augmenter le PIB pour le bien de l'ensemble du pays. Je note entre parenthèses l'ironie qu'il y a dans la critique maurassienne de ceux qui ont aboli le système corporatiste, parce que c'est précisément l'ensemble des mesures qui vont abolir ces distinctions locales entre les différentes parties de ce qu'était alors le Royaume de France, qui vont mener à l'unification nationale du pays. Donc en gros, critiquer l'abolition des corporations, c'est critiquer l'un des éléments qui a fait que on est un seul et même pays et une nation. Donc c'est assez drôle que des gens qui se disent super patriotes, ultranationalistes, bien des terres, voilà, s'en prennent à l'abolition des corporations, alors que sans ça, on serait chacun tous dans nos petits espaces particuliers, nos petites communautés particulières, et on n'aurait pas forcément le sentiment d'appartenir à un seul et même pays, dans la mesure où c'est aussi les échanges et les rapports économiques des agents qui façonnent leur identité sociale. J'en veux pour preuve cet extrait du meilleur livre, à mon avis, de sociologie de la nation dans la littérature scientifique de langue française, qui est La Nation de Marcel Mauss, sociologue du XXe siècle, français. Je ne vais pas tout lire de l'extrait, mais je vous recommande très fortement ce livre si les thèmes de la nation et de son apparition historique vous intéressent. Je vais simplement lire une partie. C'est le développement économique des États allemands qui fit l'unité allemande. Ce n'est pas un hasard si la notion de l'économie nationale apparaît avec von List peu après que la notion de nation allemande se fut clarifiée dans l'esprit de Fichte et dès 1813. Ce fut moins encore un hasard si l'unité allemande débute par un Zollverein, une union douanière. Ici, tout s'accorde. Le développement du droit public est en effet fonction de l'état économique de la société et inversement. Donc il n'est pas tout à fait marxiste, il ne va pas juste dire que c'est l'évolution économique qui détermine tout le reste, mais il y a un lien entre les deux. Le processus qui a formé les nations était à la fois économique d'une part et de l'autre moral et juridique. Il fallait que l'unité économique fût une nécessité matérielle pour prévaloir sur les intérêts établis dans les économies fermées des villes, des petits États et des provinces. Donc cette unification économique du pays, qui est en partie consécutive de l'abolition des corporations, même si ce n'est pas la seule cause de pourquoi les marchés se sont unifiés et les normes ont été appliquées uniformément partout, c'est ce qui a permis, a contribué fortement à donner aux gens un sentiment d'unité nationale. Ça va avec l'unification linguistique, ça va avec plein de choses. C'est ce qui fait qu'on est une nation et pas un royaume ou un machin impérial d'ancien régime où chaque localité est fortement différenciée des autres et en fait on n'a pas de nationalité commune, quoi.
on a une obéissance politique au même roi, mais c'est théorique, quoi. Ok. Donc, alors, un autre axe de critique des corporations, c'est... là, j'ai juste fait remarquer qu'il était incohérent de valoriser les corporations si on était pour un État-nation, hein, donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Les économistes libéraux ou physiocrates, les physiocrates c'est plutôt ceux qui valorisent une modernisation sous la conduite d'un État interventionniste, mais qui intervient pour favoriser le marché, donc c'est un peu des néolibéraux avant l'heure d'une certaine façon. Donc les économistes de cette période critiquent fortement les corporations des métiers parce qu'elles seraient un frein à l'innovation. Alors en effet, les corporations, ça va avec le fait qu'elles ont un monopole sur la production, ça va avec le fait qu'elles imposent des règles communes à tous et qu'il faut faire comme ça parce que c'est la tradition de notre métier. Hein. Les corporations, elles ont des secrets de fabrication, limitent très fortement la propagation de comment on fait à tel endroit selon les règles, etc. Il y a un côté initiatique et fermé hein, dans le fonctionnement des corporations, qui d'ailleurs va influencer les pratiques et la symbolique de la franc-maçonnerie aussi. Donc il y a une interdiction d'imitation des méthodes d'une autre corporation, c'est-à-dire que si les autres ont un procédé de fabrication qui pourrait être transposable et que ça vous intéresse pour le nain, ben en fait, on ne pouvez pas le faire, ou en tout cas vous exposer à des ennuis parce que vous n'êtes pas censé travailler comme travaillerait une autre corporation. Enfin bref, il n'y a que des règles de ce type-là qui nous paraissent, à nous, je pense, assez baroques. Et puis il y a une pesanteur voilà, traditionnaliste qui fait que bah, c'est les règles de la corporation, il faut travailler comme ça, et on ne peut pas vraiment innover ou se concurrencer. Donc elles sont critiquées pour ça, elles sont aussi critiquées comme un frein à l'investissement parce qu'elles ont des marchés captifs. En effet, elles sont en situation de monopole. Vous pouvez acheter du pain qu'auprès de la corporation des boulangers, donc finalement, pourquoi le boulanger ferait-il un effort quelconque pour produire plus, sachant qu'il sait qu'il a des clients qui seront toujours là. Enfin, voilà, c'est pas un fonctionnement qui relève d'une économie de marché. Ou plutôt, c'est pas un fonctionnement qui relève d'une économie de marché libre, parce qu'il y a bien un marché au sens où il y a des acheteurs et des vendeurs, mais c'est tellement régulé que voilà, c'est un type de marché régulé en soi, quoi. Donc elles sont critiquées comme une entrave à la production, l'investissement. C'est pareil, quand elles seront supprimées, leurs savoir-faire seront mis dans le domaine public. Donc quand les corporations seront supprimées au moment de la Révolution française, on pourra imiter les procédés des autres, sauf s'ils ont pris la peine de les faire protéger par un brevet industriel. Donc il y aura une propriété privée des inventions, mais c'est en quelque sorte la logique inverse. C'est-à-dire qu'avant, tout ce qui n'est pas déposé, comment dirais-je, avant les trucs étaient par défaut la propriété non imitable d'une corporation. Après, ce sera un peu l'inverse, c'est-à-dire que tout est public, sauf ce qui était explicitement déclaré privé, quoi. Ce qui semble moins un obstacle à l'innovation. Innovation qui n'est pas du tout une valeur ou un objectif dans la mentalité traditionnelle d'Ancien Régime. Hein. On fait comme on a toujours fait, et puis il n'y a pas de raison de changer. Les économistes, notamment libéraux, critiquent l'inefficacité économique des corporations. Bah, c'est un peu ce que j'ai dit sur le monopole. Hein. Eux font valoir que la concurrence donne plus de choix aux consommateurs, elle crée une émulation, on peut améliorer ses procédés, chacun va voilà, rivaliser de son génie, blablabla. Donc une critique du caractère monopolistique des corporations. Il y a aussi une critique du caractère anti-méritocratique de la transmission des charges de maître de corporation. Donc effectivement, si vous devenez automatiquement maître parce que votre père l'était, ou en tout cas que c'est plus facile pour vous parce que vous avez des avantages fiscaux pour l'être, et bien en fait, vous n'êtes pas dirigeant d'une activité économique parce que vous avez un talent spécialement marqué, ou en tout cas plus que les autres, mais parce que la naissance l'a fait que. Donc ça, c'est aussi critiqué par les intellectuels des Lumières et les économistes libéraux du XVIIIe siècle comme étant arbitraire, inefficace, etc., etc. Alors je cite un passage de Stephen Kaplan qui confirme ça. Le système quasi-héréditaire refusait la moindre ouverture à des cohortes d'hommes et de femmes à la fois talentueux et motivés. Donc c'est tous ceux qui ne pourront pas entrer dans le système corporatiste et qui seront soit à la rue, soit qui vont se glisser un peu dans les marges de la vie urbaine, mais à la limite de l'illégalité, ou en tout cas dans des conditions défavorables qui ne leur permettront pas de briller comme ils auraient pu s'ils avaient pu avoir un emploi reconnu.
Les autres raisons qui, me semble-t-il, poussent à la critique de ce système corporatiste, qui est une critique qui traverse tout le XVIIIe siècle, hein, qui est très fréquente et que passent bien évidemment sous silence les partisans droitiers des corporations, hein, qui ne parlent jamais finalement des gens qui les critiquaient et de pourquoi ils les critiquaient. Les autres facteurs qui poussent à la transformation, c'est la pression géopolitique externe, me semble-t-il, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Pardon, pas de l'Allemagne, de l'Angleterre et des Pays-Bas. Parce qu'il y a d'autres États en Europe qui sont finalement plus avancés que la France de l'époque dans la modernisation, qui ont plus vite et plutôt adopté une économie de marché libre. Donc c'est l'Angleterre d'Adam Smith, etc., bon, qui nous a donné un peu cette image stéréotypée d'une Angleterre libérale qui serait discutée, mais les autres finalement le font, et nous on ne le fait pas, se plaignent un certain nombre d'intellectuels en France. Donc dans les milieux, y compris dans certains milieux administratifs ou de l'État, il y a une critique du retard qu'aurait la France vis-à-vis de l'Angleterre ou des Pays-Bas, qui sont en train de se moderniser, qui sont en train de rationaliser leur économie, qui sont en train de s'industrialiser, qui reconnaissent finalement la liberté du travail, tandis que nous, on a un système où on ne peut pas travailler librement, on ne peut pas rivaliser sur les marchés. Pour beaucoup de critiques du système corporatiste, l'économie française doit se moderniser. C'est très important parce que si son PIB n'augmente pas alors que celui de ses voisins augmente, ça va finir par poser des problèmes géopolitiques et militaires. D'autant que l'Angleterre est souvent en guerre avec la France au cours de ces 2 siècles-là et du suivant, enfin jusqu'à Napoléon. Donc tout ça fait que, loin d'être quelque chose d'accepté, de reconnu, dans une société soi-disant harmonieuse, que nous vantent les traditionalistes, en fait, la critique des corporations et l'idée qu'il faut les réformer radicalement, voire les supprimer, est un serpent de mer du débat public au XVIIIe siècle. Il y a plusieurs positions, voilà, chacun se bagarre. Stephen Kaplan, il écrit dans son livre. Surtout après 1750, le ministère fut le terrain d'une lutte ininterrompue entre les libéraux, les conservateurs et enfin des pragmatiques qui cherchaient une position intermédiaire. Necker, par exemple, prévoyait vaguement une troisième voie entre le capitalisme qui désintégrait et le paternalisme qui paralysait. Bon voilà, on ne sait pas trop quoi faire des corporations, il y a plein de tentatives de réforme et de diverses et variées, mais il n'y a pas de décision tranchée qui est prise du temps de la monarchie. Alors, j'en viens au moment où ça va éclater. Donc, grand D, le prolétariat naissant entre liberté et répression politique. Alors, il y a une période où les corporations sont temporairement abolies, c'est quand Turgot, ministre de Louis XVI, tente de faire des réformes libérales dans le pays, et globalement ça marche pas, hein. Alors, en partie parce que ça marche vraiment pas, et en partie parce qu'il a des ennemis qui vont exploiter tous les moyens possibles pour le renverser politiquement. Mais dans le temps où l'édit de Turgot avait aboli le système corporatiste, ça avait été très bien accueilli par de larges couches des membres des corporations, ce qui est incompréhensible du point de vue des réactionnaires, puisqu'ils nous expliquent que c'était une protection, pourquoi les gens auraient été contents de la disparition d'un truc positif. Je cite un texte ou deux. Hardy, libraire et diariste, qui nourrissait de sérieuses réserves quant à la sagesse de l'abolition, nota que le menu peuple paraissait en proie à une violente fièvre de joie. Des compagnons boulangers et couvreurs allumèrent des feux de joie et de feux d'artifice. Des affiches proclamaient « Vive le roi et vive la liberté ». On a un autre cas d'un compagnon boulanger qui, dans un autre coin, au moment de la période de l'abolition temporaire des corporations par Turgot, un compagnon boulanger souffleta un agent de police qui voulait le forcer à retourner auprès du maître qu'il avait fui afin de montrer son indépendance. Donc ça nous apprend que les gens qui sont compagnons, en fait, ils sont sous l'autorité sociale d'un maître. Ils n'ont pas le droit de quitter leur établissement pour aller ailleurs sans permission. C'est ça qu'il faut bien saisir parce que c'est quelque chose qui nous paraît invraisemblable, hein. Ça semble être un fonctionnement social à la limite de l'esclavage, mais quand vous êtes dans une corporation, vous êtes dans la corporation. Vous n'êtes pas libre de changer de métier sans la permission du maître. D'ailleurs, le maître, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Ça vient de latin dominus, qu'on traduit aussi par seigneur. Voilà, c'est... Il ne peut pas vous vendre sur un marché aux esclaves, mais c'est tout comme. Hein. Il y a vraiment une domination sociale des maîtres sur les compagnons, qui sont les plus nombreux, et les apprentis.
qui tient à la fois du fait que c'est eux qui les représentent en justice, c'est eux qui arbitrent les conflits qui pourraient survenir, ils décident de combien de temps ils travaillent, ils décident à quel moment ils peuvent changer de grade, ils sont souvent propriétaires des endroits où vivent les autres, donc des petits logements voilà, de villes médiévales. C'est souvent eux les propriétaires dont les autres sont les locataires, etc., etc. Donc en fait, quand on est sous la coupe d'un maître, on est sous la coupe d'un maître. Hein. Et quand les corporations sont abolies, évidemment, il y a ces explosions de joie parce que les gens se disent tiens, maintenant, on va pouvoir aller travailler sans avoir à rendre de compte à une autorité sociale qui est celle des maîtres de corporation. Donc il y a une lutte sociale, hein, une lutte des classes entre des membres des corporations parce que les uns sont des propriétaires et les autres sont des travailleurs non propriétaires. Alors bon, tout ça crée une agitation incroyable. Évidemment, ça déplaît aux élites conservatrices, aristocratiques et nobiliaires d'anciens régimes qui se disent que, oulala, si on commence à permettre aux gens de travailler librement, jusqu'où ira la prétention à la liberté? Enfin bon, ça déstabilise le système habituel. Donc l'édit de Turgot est abrogé et Turgot est renvoyé en 1776. Pour l'anecdote, il dira à Louis XVI au moment de partir de son ministère, souvenez-vous de ce qui est arrivé à Charles Ier en Angleterre. Donc Charles Ier, pour ceux qui ne savent pas, c'est le roi d'Angleterre qui se fait décapiter au siècle précédent, suite à une révolution. Voilà. Turgot pense très fortement que si la France n'est pas réformée, si la fiscalité n'est pas rendue plus équitable, si un certain nombre de choses ne sont pas faites, ça va mal finir. Bon, malheureusement, Louis XVI ne l'écoutera pas, il finira donc comme Charles Ier. Alors, les débuts de la Révolution. J'avance dans le temps, on avance d'une quasiment 30 ans, 25 ans. L'abolition des corporations menée par le prolétariat urbain met les assemblées révolutionnaires devant le fait accompli. Alors un autre truc que les conservateurs ne racontent jamais sur la fin des corporations, et on comprend bien pourquoi ils ne veulent pas en parler, c'est que cette abolition n'a pas été faite en réalité par les pouvoirs publics, par les révolutionnaires voilà, excités d'idées extrémistes et de tables rases et de je sais pas quoi et de lendemain qui chantent. Non, non, les corporations, elles ont été abolies parce que les gens n'en pouvaient plus. Elles ont été abolies parce qu'il y a eu des infractions massives et que les compagnons qui étaient membres de ces corporations, eh bien, au bout d'un moment, ils ont eu marre d'obéir aux ordres et ils ont pris prétexte finalement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des nouvelles valeurs de la Révolution française pour dire que c'était fini, qu'ils en avaient marre d'obéir, qu'ils allaient être des hommes libres et des hommes et des femmes libres et qu'ils cesseraient finalement d'obéir à ce système corporatiste et qu'ils iraient travailler quand ils l'auraient voulu avec qui ils voulaient. Donc ça s'est passé, si vous voulez, c'est un immense acte d'émancipation collective populaire, dont on parle évidemment absolument jamais parce que ça n'intéresse pas, ça n'intéresse personne, mais c'est ça qu'il faut voir, hein. Je m'appuie sur la lecture du bouquin de Stephen Kaplan, donc on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit, hein. C'est un Américain et j'ai pas vu d'orientation politique bien nette dans ce bouquin, donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le décret d'Allard, qui est le décret qui va mettre officiellement fin aux corporations. Voilà, cesse d'être obligatoire, les gens pourront s'organiser librement pour fonder leurs propres entreprises et travailler dedans. Ça interviendra le 1er février 1791, mais en fait, ça ratifie une situation sociale qui était déjà en acte avant cette date. Hein, c'est un peu, tiens, ils obéissent plus, on va donc dire qu'ils ont le droit. Entre parenthèses, ce fait que les pouvoirs publics ont été complètement débordés par le comportement révolutionnaire des classes populaires, on pourrait faire des parallèles tout à fait intéressants avec ce qui s'est passé dans une autre révolution, dans des conditions assez différentes, qu'est la révolution bolchevique en Russie en 1917. Parce que là encore, les initiatives collectives et démocratiques les plus radicales, les plus audacieuses, ne sont pas du tout venues de l'État bolchevique, et au contraire ont été faites contre cet État et contre ses propres attentes. Enfin bon, il y a toutes sortes d'épisodes où on pourrait montrer que les attentes des masses sont largement dépassées ce que les pouvoirs en place, soi-disant révolutionnaires, enfin révolutionnaires ou prétendant l'être en tout cas, voulaient faire. Alors, je lis. À mesure que la révolution montait en puissance au cours de l'été, donc 1789, il devint de plus en plus difficile de protéger de tout examen un système qui structurait l'organisation sociale de la France dans son ordre quotidien. La révolution, c'est pas juste on change les textes de loi et le roi il peut faire ci ou ça. Hein. Non, non, la révolution, c'est dans la vie quotidienne que ça se passe.
Par l'intensité immédiate de son impact, le mois d'août 1789 secoua le monde du travail corporatif avec plus de violence encore que le mois d'août 1776. Donc ça, c'était l'époque de Turgot. Ce moment fatidique commença par la nuit célèbre, quoique ambiguë, du 4 au 5 août, marquée par la sonalité théâtrale de l'abolition des privilèges. Il eut pour apogée la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, tout en définissant des droits inespérés, regorgeait néanmoins d'incertitudes et d'ambiguïté. Donc, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle proclame un certain nombre de principes fondamentaux, notamment le fait que les hommes naissent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc, on ne peut pas avoir un statut juridique différent de son voisin, sinon parce que l'utilité sociale de tous s'en trouve améliorée. Et ça, c'est quelque chose qui convainc finalement beaucoup de gens dans les milieux populaires que rien ne justifie finalement de les faire obéir à leur maître et de subir toutes les frustrations et les limitations de possibilités juridiques qu'ils connaissaient jusque-là. Je lis, pour les subalternes du monde du travail, il paraissait absolument inconcevable qu'une déclaration des droits libérant les hommes et les femmes de leurs chaînes et certifiant qu'ils possédaient toutes sortes de droits naturels ait pu les oublier. Car effectivement, si vous vous souvenez de vos lectures de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'est pas vraiment explicitement fait mention de questions relatives au travail. Une question du droit de l'homme en général, de l'impôt, de la liberté de la presse, de culte, mais les questions économiques ne sont pas explicitement mentionnées. Donc, les milieux populaires urbains qui s'intéressent à la vie politique et à ce qui se passe dans le pays, notamment à Paris, considèrent que si on applique finalement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la conséquence logique en matière économique, c'est la fin des règles corporatives et l'autorisation de travailler librement. Ils furent nombreux à brandir le texte comme une authentique patente, les habilitant à s'établir à leur compte, sans la moindre autorisation des corporations, et sans se soucier de ce qu'elles en pensaient. La déclaration amplifiait le courant de mutinerie. Je note amplifier, ça veut bien dire que ça commençait avant. Ça vient pas d'en haut, ça vient d'en bas, la Révolution. La déclaration amplifiait le courant de mutinerie et de désordre contre lesquels des multitudes de maîtres s'étaient déjà élevés dans le sillage de la nuit du 4 et 5 août. Alors évidemment, les maîtres de corporation sont terrifiés de ce mouvement qui contredit leurs intérêts, évidemment. Les ouvriers partaient sans préavis et sans certificat de congé. Donc en fait, ils se permettaient de sortir des bâtiments où ils travaillaient ou des endroits qu'ils logeaient sans la permission préalable de leur maître. C'est vous dire le changement d'état d'esprit. Avant, il fallait aller signer un papier pour dire est-ce que je peux partir à tel endroit de telle heure à telle heure. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Ils se considèrent comme des adultes, finalement. Donc, ils ne faisaient plus enregistrer leurs entrées et sorties auprès du bureau de leur corporation. Ils désertaient en masse les boutiques afin de ruiner leur maître d'un coup. Certains rebelles avaient recours à l'intimidation et à la violence pour empêcher leurs camarades plus dociles de travailler normalement. D'anciens compagnons qui venaient d'ouvrir ateliers ou boutiques volaient la clientèle de leur ex-maître. Donc ils se mettent à leur compte et ils commencent à travailler à vendre pour le public, finalement sans demander la permission à personne. Donc tout ça montre finalement dans les couches populaires urbaines des travailleurs artisans et ouvriers, un sentiment de liberté et d'autonomie individuelle finalement qui est inégalé dans l'histoire et qui est quelque chose de massif et de majeur dont on devrait bien plus parler comparativement à ce que je suis en train de décrire, la prise de la Bastille est un phénomène sympathique, mais ça reste un épiphénomène monté en épingle. C'est beaucoup moins important dans le quotidien des gens que les tendances que je suis en train de décrire là, qui changent leur vie quotidienne de façon définitive. Alors, un autre passage. Citant la déclaration, des ouvriers établis à leur compte à Saint-Quentin déclaraient que les lois invoquées par les ci-devant corps et communautés d'arts et métiers étaient en contradiction avec les principes de liberté décrétés par l'Assemblée nationale. Donc finalement, ces gens qui veulent travailler librement sans être cernés par les règles corporatistes et leur caractère immobiliste, héréditaire, hiérarchique et inégalitaire, se réclament des principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour finalement travailler librement.
sans la permission de leur maître. Le journal d'État et du citoyen déduisait de la tyrannie des corporations, de la fin de la tyrannie des corporations et du privilège de l'éthique de la concurrence, parmi les individus autonomes nantis des mêmes droits, éthique qu'il considérait comme le postulat socio-économique central de la déclaration. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est des interprétations qui se diffusent. La déclaration en elle-même n'a rien précisé dans l'organisation du travail, mais ses conséquences logiques, si on l'applique, si on en tire les conséquences, il doit s'en suivre que les choses se passent comme ça. C'est comme ça que les masses populaires vont interpréter le nouveau régime qui se met en place de monarchie constitutionnelle, et ce sera finalement ratifié a posteriori par les pouvoirs publics pour tenter de clarifier la situation. Mais c'est très intéressant parce que ça nous montre l'agency, comme on dit en anglais, hein, l'agentivité, la capacité d'action ou d'initiative des couches populaires, alors même qu'elles sont les moins visibles, les moins dotées de ressources, et qu'on n'a même pas leur nom propre dans les livres d'histoire. Alors il y en a qui ne quittent pas tout de suite les corporations, mais qui en gros se servent de la situation pour faire pression de diverses manières. Là par exemple je lis, en échange de leur fidélité, des augmentations de salaire importantes et des changements dans leurs conditions de travail furent obtenus. Donc un épisode finalement de conquête sociale massive. Contrairement à une certaine propagande sur l'individualisme de la Révolution française, il ne s'ensuit pas des tendances qui viennent d'être décrites, que les couches populaires seraient finalement mues par le goût du gain et une sorte d'individualisme décérébré. En effet, ce sont les mêmes individus qui ont ces revendications en matière de liberté de travail qui, sous des soutiens actifs de la Révolution française et du régime qui se met en place, voilà, les assemblées révolutionnaires et puis plus tard la République française, on comprend bien pourquoi, puisque c'est à partir du texte de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et des valeurs qu'elle proclame qu'ils ont pu obtenir finalement une liberté de s'organiser librement dans le travail. Donc ils ont tout à fait une motivation forte à soutenir ce régime et à enraciner ce régime dans la continuité. Alors je cite, « Les ouvriers n'imaginaient nullement que leurs droits n'étaient pas accompagnés de devoirs. C'était pour eux une affaire d'orgueil et une condition sine qua non du processus de légitimation que d'insister autant sur ce qu'ils donnaient que sur ce qu'ils recevaient. Leur nouveau statut sous-entendait l'égalité du sacrifice tout autant que celle, légale, des chances. Les ouvriers étaient extrêmement sensibles aux accusations répétées affirmant qu'ils servaient leur propre intérêt plutôt que l'intérêt général. » Entre parenthèses, ce type d'accusation n'est pas si étrangère à celle auxquelles on peut être habitué. Chaque fois qu'il y a une grève, notamment dans les services publics, qu'on n'entende pas sur ces privilégiés qui prennent en otage la société et qui ne pensent qu'à leur gueule. Voilà, bon. C'était déjà un truc qu'entendaient les pères de nos pères. Vers la fin de 1789, les employés d'un arsenal et d'un chantier naval narguèrent l'aristocrate qui commandait la place en brandissant la cocarde tricolore, ce qui était leur façon de montrer qu'avant d'être ouvriers, ils étaient des citoyens. Les ouvriers laissaient rarement passer une occasion de se présenter comme les serviteurs de la nation, de prêter avec effusion un serment civique, de donner de l'argent, d'envoyer des camarades subventionnés au front une fois que la guerre eut éclaté, et de s'en prendre aux ennemis de la patrie sur son propre sol. Donc on a une intégration extrêmement forte des classes ouvrières et artisanales des villes aux idéaux de la Révolution française, la méritocratie, l'égalité, la liberté, et le patriotisme, tout ça confondu en un tout qui permet finalement de manifester une autonomie à la fois sociale, économique, politique, mais aussi sur la scène internationale, le refus que la souveraineté de la France soit bafouée par des gens qui voudraient rétablir l'ancien régime. Donc après, on a la déclaration d'Allard, qui finalement, une fois qu'on a tout dit de ce qui précède, est quasiment une sorte d'épiphénomène, puisque c'est une loi qui valide finalement ce qui était déjà le processus social en train de se produire. Alors je lis, à partir du 1er avril 1791, la noble promesse révolutionnaire ouvrant toutes les carrières au talent, qui n'avait pas suffisamment été affichée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, serait enfin réalisée pour le commun des mortels en termes éminemment concrets, puisque la loi, donc c'est le décret d'Allard, dit « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon. » Alors c'est d'une simplicité, d'une brièveté tout à fait admirable, et voilà, ça dit bien ce que ça veut dire.
rien ne vous empêche, a priori, de faire tel ou tel métier. Et ça nous paraît habituel et normal, autant que l'air qu'on peut respirer, mais en fait, c'est quelque chose de totalement nouveau à l'échelle historique, en tout cas pour les populations qui vivent dans les villes. Alors, les conséquences de cette abolition des corporations. Donc, j'ai décrit les circonstances et les raisons. Eh bien, c'est que ça va développer en France un marché du travail libre et concurrentiel. Alors, avant, il y avait déjà un marché, jusqu'à un certain point, un marché du travail, mais très régulier et encadré avec toutes les limitations que j'ai indiquées, et ne permettant pas d'absorber les couches excédentaires de la croissance démographique rurale. Ce sera moins vrai par la suite. Ça va permettre en partie de faire ce développement urbain qui va faire que les villes du XIXe siècle seront plus peuplées que n'auront jamais été les villes en Europe depuis l'Antiquité romaine. Le XIXe siècle, c'est le siècle de l'exode rural et de la croissance des villes. Pourquoi? Il y a des conditions juridiques à ça, en fait. La suppression des couches d'ouvriers corporés amène à la généralisation de la vente de travail, via notamment ce qu'on va appeler le contrat de louage, qui va être généralisé par le droit napoléonien, donc le droit de l'époque qui suit immédiatement la Révolution française avec le consulat et l'Empire. Alors, qu'est-ce que c'est le contrat de louage? Eh bien, c'est la reconnaissance qu'un individu peut vendre une marchandise virtuelle, la force de travail, comme dirait Karl Marx, sur un marché. Alors, je cite un passage d'un autre texte. La Révolution française a aussi été le point de départ d'une mutation conduisant à la construction d'un statut juridique contractuel pour le travail. Avant, le travail, c'est soit un truc que vous faites chez vous sur votre propriété privée, soit vous êtes dans une corporation, si je schématise à l'extrême. Bon, après, il y a les fonctionnaires aussi. Mais voilà, c'est pas un accord interpersonnel entre des individus libres qui sont libres de partir quand ils le veulent. C'est avant, dans une corporation, travailler, ça veut dire être de la corporation, mais comme on serait de tel patelin, vous voyez, c'est quelque chose comme un destin qui vous tombe dessus, puisque c'est très souvent héréditaire. Là, ça devient contractuel, et donc ça autant le champ des possibilités sociales, finalement, tu pourras ne pas être boulanger si tu veux faire autre chose. Alors, ce droit, il est formalisé dans le Code civil adopté sous le Premier Empire en 1804, sous le terme de louage d'ouvrage, défini par l'article 1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Donc c'est super large, et ça couvre pas que ce qu'on appellerait nous le salariat, en fait, il y a d'autres cas, mais bon. Donc c'est une forme de reconnaissance d'une pratique sociale qui existait un peu dans les marges de la société d'Ancien Régime, puisqu'on a dit au tout début, les corporations pouvaient solliciter le travail de certains sous-traitants, notamment au cours du dernier siècle de l'Ancien Régime, donc le XVIIIe, mais finalement il n'y avait pas de reconnaissance juridique de ces états de fait, c'était des choses qui se faisaient sur le tas, quoi. C'était pas encadré juridiquement. Alors, il faut bien faire attention à ça, en termes de catégorisation finalement des types d'économie historique. La fin des corporations n'est pas synonyme d'apparition du salariat. Il y avait déjà du salariat avant le XVIIIe siècle, ou avant la Révolution française et l'apparition du contrat de louage. Il y avait déjà du salariat, par exemple, dans certaines régions du Moyen-Âge, certaines régions européennes, dans certains secteurs de l'agriculture, il pouvait y avoir, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à 10% de la population rurale qui étaient des ouvriers agricoles. Donc des gens qui vendent à la journée leur travail contre une somme. Souvent c'était des paysans sans terre qui faisaient des travaux pour autrui. Cependant, le salariat, ça restait quelque chose d'assez marginal. Au Moyen-Âge, la plupart des gens sont des paysans sur leur propre terre ou des paysans sur les terres du seigneur, donc des serfs. Il n'y a pas de salariés. Il pouvait y avoir des poches de salariat ou un développement historique du salariat, notamment dans les villes d'Italie du Nord ou des Flandres, donc Belgique, Pays-Bas, notamment au XIVe siècle et à la Renaissance. Je pense à des villes comme Florence, où on pourrait penser à grosse entreprise qui a été l'Arsenal de Venise. Là, on commence à voir émerger des couches salariées urbaines plus importantes, mais souvent sur un principe de travail journalier, c'est-à-dire le matin vous arrivez, on vous demandez s'il y a du travail, oui, et le soir vous êtes payé. Mais il n'y a pas forcément de statut salarial stable et permanent ou de reconnaissance juridique de ces pratiques d'échange. En fait. Ça reste une sorte d'échange comme ça, informel.
Là, avec la Révolution française, on arrive à quelque chose de tout à fait nouveau et qui change à la fois quantitativement et qualitativement. On a une formalisation juridique du salariat, c'est-à-dire que quelque chose qui était l'une des modalités de travail, mais qui restait un cas voilà, un peu en marge, est reconnu juridiquement. Mais si c'est reconnu juridiquement, c'est aussi parce qu'on commence à avoir conscience, du point de vue des juristes et du législateur, du fait que tiens, les formes du travail commencent à changer et il y a plus de gens qu'avant qui sont salariés. Si ça se passe comme ça, c'est aussi parce que le salariat se développe dans le vide laissé par la suppression des corporations. Tous ces gens-là qui étaient des compagnons, artisans, ouvriers des villes, ceux qui vont se mettre à leur compte ou ceux qui vont aller travailler pour un patron sur un marché mais avec un contrat de travail, etc., et finalement ils vont changer de. Ils vont plus. Enfin, ils feront le même métier manuellement, etc., mais d'un point de vue social et juridique, c'est devenu des salariés alors qu'avant ils ne l'étaient pas. Donc le salariat se développe aussi en contre-coup, si vous voulez, de l'abolition des corporations. On passe de l'un à l'autre, et si on utilise comme critère, enfin je vais en reparler un petit peu après, mais si on cherche un critère de datation du début du capitalisme, si on prend comme critère le moment où dans une économie la majorité de la population est salariée, puisque c'est le rapport entre le travail et le capital qui définit l'économie capitaliste, alors on peut dire qu'avec la Révolution française et l'abolition des corporations, on a la mise en place des conditions juridiques pour qu'une société capitaliste advienne. Et c'est effectivement ce qui se passera dans les décennies suivantes au cours du XIXe siècle. Avant, ce n'était pas possible, pour différentes raisons, mais d'abord parce que juridiquement, il n'y avait pas les conditions pour que ça puisse se produire. Donc, résumé à la dépendance personnelle des compagnons envers leur maître, se substitue une dépendance abstraite, impersonnelle, de ce qu'on appellera plus tard, mais qui est déjà en train de se former, la classe ouvrière française, vis-à-vis des propriétaires des moyens de production. Parce que les anciens maîtres de corporation, ils auront toujours la propriété de leur atelier, de leur je sais pas quoi, donc eux, ça va être les nouveaux capitalistes, si vous voulez, ou en tout cas les premiers, ou en tout cas une partie, parce qu'à côté il y a aussi les manufactures, et leurs anciens subordonnés dans les corporations seront des ouvriers dans une classe sociale différente, voilà, qui ne leur doit rien personnellement, mais qui a quand même une dépendance de fait envers l'autre groupe social. On peut donc, c'est ce que je viens de dire, dater la création des conditions juridiques du passage à l'économie capitaliste dans cette période, et ça traduira ses effets voilà, lentement, au fil du temps. Il faudra le temps, si on change d'échelle et qu'on ne regarde pas le cas français uniquement, mais l'économie européenne, il faudra les conquêtes napoléoniennes qui porteront le droit français, et donc notamment cette histoire de contrat de louage, dans les systèmes juridiques des autres États européens, qui cassera finalement les codes juridiques d'anciens régimes un peu partout, avec les conquêtes de la Révolution française et de l'Empire, pour que l'ensemble de l'économie européenne soit préparé, si j'ose dire, en termes juridiques, pour le développement des entreprises capitalistes. Voilà, on va pouvoir plus facilement faire des choses qui n'existaient pas vraiment avant ou marginalement. Les sociétés par action, voilà, ça c'est un grand truc introduit par le code napoléonien dont on parle jamais, hein, mais toutes ces formes en fait juridiques vont rendre possible un type d'économie totalement différente du passé. Le salariat ne deviendra cependant majoritaire dans la population active française qu'à la date de 1830. Donc il faudra 40 ans environ entre les deux dates, mais ça marque quand même une évolution historique tout à fait significative. Encore une fois, si on choisit, mais ça pourrait être un débat hein, comme critère pour dire qu'une société est capitaliste, le fait que la majorité des gens qui travaillent sont des salariés libres, hein, des gens qui se vendent sur un marché du travail à des gens qui achètent leur force de travail, si on utilise ça comme critère pour dire qu'une société est capitaliste, alors la France est devenue capitaliste à partir des années 1830. C'est aussi évidemment très lié au déclin de l'agriculture et à l'augmentation des autres formes d'activité. Alors, j'en arrive à la dernière partie, ou quasiment. De toute façon, j'ai plus beaucoup de temps. Donc, jusque-là, bon, hein, voilà, on avait vu liberté, liberté, les gens peuvent travailler, là. Mais il va y avoir une deuxième phase, quasiment consécutive, hein, parce qu'on avait vu que la loi de. Le décret d'Allard datait d'avril. Là, on va arriver au mois de juin 91. Et il va s'inaugurer une phase historique malheureusement très longue de répression politique de ces nouvelles catégories sociales. Voilà, cette classe ouvrière en formation va subir de la part de l'État français de la répression. Alors, de quelle nature et pourquoi?
il va se produire donc en juin 1791 une autre loi qui est de nature très différente de la précédente, qui est toujours celle dont on parle, qui est toujours celle dont on dit cette loi abolit les corporations, mais en fait pas du tout. Hein, il y a vraiment une confusion là-dessus, on ne différencie pas les deux textes, qui certes se datent de la même année. Le décret d'Allard, c'est la loi qui supprime les anciens règlements. Donc c'est une loi libérale, pourrait-on dire. C'est une loi qui fait sauter les obligations d'appartenir à une corporation et l'existence juridique des corporations, en fait. Le décret d'Allard, c'est tout à fait autre chose. C'est une interdiction des regroupements professionnels de fait, en fait. C'est-à-dire les individus, donc il n'y a plus de corporation, mais les individus n'ont pas le droit de se regrouper à nouveau dans des collectifs qui auraient un statut juridique et ou qui auraient une capacité de pression vis-à-vis d'une autre partie de la société. Donc c'est une loi anti-syndicale, en fait. C'est une loi qui va rendre impossible la constitution de syndicats, le décret Le Chapelier. Et ça la rend de nature, en fait, bien différente de la loi Le Chapelier, de la loi précédente, puisque dans un cas, en fait, on laissait aux gens plus de liberté, là, on leur retire une liberté associative, on pourrait dire. Alors pourquoi pour Le Chapelier, donc c'est un des membres des assemblées révolutionnaires qui fait passer ce texte, la suppression des corporations n'était ni plus ni moins qu'un pilier de l'ordre nouveau, un principe constitutionnel dont la nature sacro-sainte était sapée par la récente prolifération d'associations diverses, agissant plus souvent au nom des compagnons qu'au nom des ex-maîtres. Selon Le Chapelier, ces nouvelles organisations qui étaient apparues spontanément n'étaient pas ce qu'elles prétendaient être, c'est-à-dire qu'elles prétendaient être des associations d'aide mutuelle qui se consacraient à secourir les malades, les sans-emploi et autres malheureux. Elles étaient illégitimes et superflues, car d'une part, de telles tâches menaient inéluctablement à la renaissance des corporations, puisqu'elles nécessitaient des formes organisationnelles plus ou moins complexes, officiers, règlements, réunions, procès-verbaux, et de l'autre, ces œuvres de bienfaisance étaient désormais l'apanage exclusif du gouvernement national, héritier naturel de tous les devoirs des corps intermédiaires d'antan. Donc en fait, qu'est-ce que Le Chapelier reproche à ces associations spontanées qui se sont formées à la suite de la suppression des corporations, qui sont des associations d'aide mutuelle et de bienfaisance, parce que les individus qui vivent en ville, souvenez-vous qu'on a une époque où les droits sociaux n'existent quasiment pas, même si la Révolution française apportera des innovations intéressantes en la matière, mais globalement il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de droits sociaux, donc face aux fluctuations du marché du travail, qui en plus se développe et absorbe les individus puisqu'il n'y a plus de système corporatiste, il faut bien pallier aux maladies, aux arrêts de travail et à tous les problèmes qu'on peut avoir dans une économie salariale urbaine. Donc il y a des associations professionnelles volontaires, cette fois-ci, pas obligatoires, pas héréditaires, qui se forment, ce qu'on appellera plus tard des mutuelles ou des systèmes d'aide mutuelle, des systèmes mutualistes, et les gens adhèrent à ces organisations. Et Le Chapelier considère que c'est un problème parce qu'elles ont une organisation qui rappelle celle des corporations. Alors parce que c'est les mêmes gens qui sont dans des associations et ils sont peut-être dans les mêmes locaux, ils sont peut-être dans le même genre d'endroit, enfin ça donne l'impression d'être la même chose. Et l'autre argument qui semble être avancé, c'est que c'est pas aux individus de s'entraider dans des structures intermédiaires, c'est l'État qui devrait les aider directement parce qu'il ne doit plus y avoir d'intermédiaire entre l'État et le citoyen d'un côté. Donc là, en fait, on voit que l'état d'esprit de Le Chapelier est très fortement influencé par la pensée de Jean-Jacques Rousseau, et plus particulièrement par la peur de Jean-Jacques Rousseau vis-à-vis des corps intermédiaires, qui est un serpent de mer, là aussi, de la vie politique française depuis au moins cette période. La peur des corps intermédiaires, c'est-à-dire la peur qu'il y ait des organisations dans la société qui puissent s'opposer à l'État, qui exigent pour leurs membres des droits qui seraient différents des droits des autres individus, qui fractionnerait finalement l'unité de toute la nation dans la volonté générale. Donc c'est un peu la mystique unitaire de Jean-Jacques Rousseau, qui est quand même l'une des sources, pas la seule, mais l'une des sources intellectuelles de la Révolution française. Donc Le Chapelier, il est plutôt dans cet état d'esprit-là, il veut interdire ces organisations spontanées. Mais il y a une autre raison que celle que j'ai indiquée, qui, à mon avis, ne sont pas des bonnes raisons, mais il y a une autre raison. La loi citait tout spécialement les efforts collectifs visant à refuser le travail, acte déclaré anticonstitutionnel et attentatoire à la liberté et à la Déclaration des droits de l'homme et de nul effet.
Les auteurs de tels actes, donc effort collectif visant à refuser le travail, hein, c'est quasiment la définition d'une grève, les auteurs de tels actes s'exposaient à des amendes de 500 livres, ce qui est délirant, hein, en fait, hein, c'est des sommes... voilà, bon. La suspension de tous leurs droits de citoyens actifs, donc ça c'est droit de vote ou droit d'être élu, etc., et ne pourraient plus prendre part aux assemblées primaires, à Paris les sections, pendant 1 an. Les assemblées primaires sont des assemblées révolutionnaires populaires qui s'organisent pour faire pression sur les pouvoirs publics dans les contextes urbains où les gens ont des besoins voilà, particulièrement criants parce qu'il faut que les vivres arrivent en ville et que la période est troublée. Enfin, bon, je ne vais pas faire toute la Révolution française. Donc là, le Chapelier, en fait, il a une autre arrière-pensée qui n'est pas simplement d'inspiration rousseauiste idéologique, qui est beaucoup plus marqué socialement, quoi, je pense. Hein. C'est-à-dire que, en fait, il n'est pas content qu'il y ait des ouvriers qui se mettent ensemble et qui non seulement se fassent de l'entraide, mais ça à la limite, hein, mais en plus ils s'organisent collectivement pour refuser de travailler et faire pression sur leurs nouveaux patrons, c'est-à-dire les gens avec lesquels maintenant ils ont signé un contrat de travail. Donc en fait, c'est les grévistes qui l'emmerdent. C'est les grévistes qui l'emmerdent, et donc il va faire une loi qui est acceptée par la majorité des députés de l'époque. Alors ce serait très intéressant d'étudier un peu les détails du vote de cette loi, qui a voté ce truc-là, de quel bord, hein, bon. Les débats qui ont entouré la rédaction de la loi. Enfin, il y aurait toute une recherche à faire là-dessus, parce qu'il me semble que c'est mal connu. Hein. En tout cas, la loi Le Chapelier, elle vise à empêcher la constitution de syndicats et de mouvements de grève. Donc là, faut bien se dire que qui sont les révolutionnaires des assemblées politiques françaises, en fait? Qui sont les gens, les législateurs qui ont pu voter ça? Non, mais qui sont-ils? Genre, qui sont-ils socialement? Voilà, hein, donc c'était pas des ouvriers, hein, on est d'accord. Voilà, c'était pas des ouvriers. Voilà, donc il y a cette loi qui est mise en place. Elle est dans son expression égalitaire, c'est-à-dire qu'elle interdit aussi aux employeurs de constituer des syndicats d'employeurs et de s'organiser pour faire pression et défendre leurs intérêts. Donc toute forme d'association à caractère professionnel est interdite par la loi Le Chapelier. Et alors ça va très profondément transformer finalement l'existence des travailleurs français et les conditions de développement de ce marché du travail libre qui accompagne la montée du capitalisme dans les décennies suivantes. La loi Le Chapelier, dans un mélange bâtard d'individualisme libéral, mais en fait c'est pas vraiment libéral, c'est une sorte d'individualisme obligatoire, quoi. C'est-à-dire vous allez être libre, vous allez être séparés les uns des autres et non associés. Dans un mélange bâtard d'individualisme et d'autoritarisme étatique, qui est influencé par la phobie des corps intermédiaires de la pensée de Rousseau, eh bien, il va plonger les grèves et la syndicalisation dans l'illégalisme pendant la majeure partie du XIXe siècle, ce qui va avoir des conséquences considérables sur les luttes sociales et les formes d'expression des revendications populaires au XIXe siècle, parce que faire grève c'est interdit, se syndiquer c'est interdit. Et encore là, la France, là c'est le cas français, on a vu avec des fortes amendes et la perte de droits civiques, mais dans le cas de l'Angleterre, ils iront encore plus loin la même période avec une répression finalement des travailleurs qui passe par l'envoi de l'armée et des pendaisons. Enfin, l'Angleterre qui passe pour un pays pacifié ne l'est absolument pas dans les années 1800-1815. Les syndicats et les grèves sont donc interdites, alors même que dans cette nouvelle configuration de ce marché libre qui s'était développé à la suite de la fin des corporations, eh bien, syndicats et grèves étaient des moyens logiques d'organisation des ouvriers nouvellement libres vis-à-vis de leurs employeurs qui n'ont pas les mêmes intérêts qu'eux, vis-à-vis des aléas du marché du travail, vis-à-vis de la nécessité de s'unir pour se coaliser, pour faire passer des revendications collectives, etc., etc. Toutes ces choses qui, là encore, nous paraissent acquises et bien connues, sont illégales dès leur naissance même, quasiment. Dans le droit français et dans le droit, par extension, de la plupart des pays d'Europe, puisque les Britanniques font des lois du même esprit et que le Code Napoléon va les entériner et même les amplifier. Cette interdiction des syndicats sera maintenue en France jusqu'à une date relativement avancée de l'histoire de la Troisième République, puisque ce n'est qu'en 1884, avec la loi Vadec-Rousseau, que les syndicats seront de nouveau légaux en France. Entre les deux, si vous êtes membre d'un syndicat, c'est un délit. Plus ou moins sanctionné selon la période, mais voilà. Donc on voit qu'on a véritablement affaire, il faut bien le dire, à une législation de classe qui vise à écraser les mouvements populaires, à laisser les individus séparés et atomisés de force,
sur un marché du travail concurrentiel où ils seront libres de se vendre à ceux qui auront la liberté de les acheter. Cette répression politique qui se met en place à partir de cette phase-là de la Révolution française, et qui se continue et s'amplifie surtout sous le gouvernement de Napoléon Bonaparte, ce qu'il faut bien appeler sa dictature. Donc elle s'amplifie. Alors elle s'amplifie comment? Alors en 1903, donc on est encore sous le consulat, ou peut-être c'est déjà l'Empire, je ne sais plus trop, les livrets ouvriers sont rétablis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que comme avant, comme à l'époque des corporations, l'ouvrier est tenu de remettre à son employeur lors de l'embauche un livret, qui est un document professionnel avec toutes sortes d'informations administratives sur l'individu en question, et en fait il ne peut pas circuler sans livret dans la rue, dans l'espace public ou d'une commune à une autre. Ça veut dire que vous arrivez le lundi, vous donnez le bout de papier, le livret, et puis si vous voulez changer de ville parce que vous en avez marre de votre employeur, en fait il faut la permission de l'employeur pour reprendre le livret. Donc en fait ça veut dire que vous n'avez pas la liberté de partir quand vous voulez, vous avez la liberté de partir quand on veut bien vous rendre vos documents. Entre parenthèses, ça c'est des méthodes qui seront imposées aux classes populaires françaises pendant l'essentiel du XIXe siècle, mais on aura des fonctionnements très similaires qui seront imposés aux populations des régimes coloniaux. Voilà, c'est intéressant parce que souvent on a l'impression que oui, la colonisation c'est pas bien mais ça concerne les autres. Oui, non, mais les méthodes de persécution administrative des classes populaires seront bien souvent une bonne occasion de tester des méthodes d'oppression coloniale. Et inversement, les méthodes d'oppression coloniale sont parfois de bonnes occasions de se faire la main pour d'autres répressions. Donc, l'ouvrier, il est obligé d'avoir la permission de son employeur pour pouvoir circuler. Il faut qu'il montre ce document au pouvoir public. Si le maire de la commune ne veut pas que vous changiez d'endroit, il peut confisquer le livret, il peut demander à le vérifier. Enfin voilà, ça fait toutes sortes de tracasseries qui concernent certains groupes sociaux et pas d'autres. Donc c'est ces travailleurs salariés, souvent urbains. D'autres couches sociales sont moins embêtées par ça, mais un très fort contrôle politique est imposé sur ces classes-là. Jusqu'en 1832, la circulation de l'ouvrier sans son livret de travail est assimilée au vagabondage et punie comme tel, donc avec des lois qui visent à sanctionner financièrement un ouvrier qui circulerait sans la permission de son employeur. Donc ça vise vraiment en fait à soumettre politiquement et socialement les couches salariées à leurs employeurs, donc ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les moyens de les faire travailler pour eux. La période napoléonienne complète et renforce cet édifice répressif de la loi Le Chapelier avec la loi du 12 avril 1903 qui érige en délit la participation à une qualification reprise en 1810 par le Code pénal. Donc une coalition, ça veut juste dire que vous êtes mis avec plusieurs autres pour faire une grève, arrêter le travail, bloquer les gens qui ne veulent pas rentrer, et tout ce qui se passe dans un mouvement de contestation sociale quelconque. Donc ça vise en fait à rendre illégale la contestation salariale par tout autre moyen que de demander poliment. Ça, c'est évidemment des lois qui sont faites à l'avantage des classes bourgeoises que la Révolution a portées au pouvoir et qui vont s'y maintenir à travers finalement tous les régimes du XIXe siècle, le régime de Napoléon en particulier, la monarchie de la Restauration qui est un compromis entre l'aristocratie et la bourgeoisie, et puis de nouveau la bourgeoisie exclusivement à partir de la monarchie de Juillet. Tous ces régimes conservateurs et bourgeois maintiennent cette législation tout simplement parce que ça permet une exploitation éhontée des couches populaires avec l'appui de l'appareil d'État. Voilà, ça c'est des choses qui sont quand même intéressantes de savoir. Et puis, je ne sais pas s'il y a des bonapartistes dans les parages, mais c'est le genre d'information qu'on n'a pas beaucoup quand on nous dit oui, Napoléon il était proche du peuple. Oui, il était très proche du peuple. Très très proche. Voilà, j'arrive à ma conclusion. Donc, cette fin des corporations, finalement un épisode ambigu entre espoir, libération et entrée dans un nouveau régime économique moderne dont les formes de la domination sociale se sont transformées. Il faut donc, contre le point de vue réactionnaire et unilatéral qui consisterait à dire qu'avant c'était mieux, il y avait les corporations qui protégeaient les gens et ensuite ils ont été exploités sans vergogne dans l'économie de marché moderne, contre ce point de vue unilatéral et contre le point de vue inverse qui consisterait à dire, qui serait un point de vue libéral pour le coup, le point de vue inverse, qui consisterait à dire que avant il n'y avait pas de liberté de travailler et puis après la liberté est arrivée. Bon,
il faut avoir une perception nuancée et critique du passage de l'Ancien Régime à la société capitaliste moderne. En effet, si on regarde quels sont les avantages et les inconvénients de cette transformation et de l'abolition des corporations, eh bien, on ne peut pas nier que ça a été un progrès historique, qui a d'ailleurs été ressenti et vécu comme tel, et même exigé par finalement les anciens compagnons des métiers et des guildes. En effet, ceux-ci ont obtenu, grâce à l'abolition des corporations, un gain de liberté en matière de travail individuel, en matière de choix de métier, de circulation dans l'espace social et dans les divers métiers qu'on peut exercer dans sa vie, des gains de liberté aussi en matière d'égalité sociale formelle, puisqu'ils ne sont plus sous la coupe des maîtres de guildes, même si on voit que la législation répressive qui a suivi reproduisait quasiment finalement une situation très similaire dans le rapport non plus entre le compagnon et le maître, mais entre le salarié et son employeur. Un autre aspect plutôt macro qui est quand même important à souligner du passage à l'économie de marché capitaliste, c'est que la flamme des corporations va favoriser l'entrée dans le processus d'industrialisation et la croissance économique marquant le XIXe siècle, ce qui était bien l'espoir et la volonté de ces réformateurs économistes qui critiquaient le système corporatiste comme un archaïsme, comme quelque chose qui... D'ailleurs, c'est un peu la connotation qu'a encore le mot aujourd'hui, hein, quand on dit la France est engoncée dans le corporatisme, on veut dire qu'il y aurait des règles et des réglementations qui étoufferaient, n'est-ce pas, les énergies. Bon, discours qui convient de me prendre avec des précautions, mais pas forcément pour dire que c'était mieux avant. Là, je vous ai mis un graphique qui illustre assez nettement, hein, me semble-t-il, la croissance économique du XIXe siècle. Alors, je vous remets des informations plus précises par date, mais si vous regardez la courbe, on voit bien que voilà, une vingtaine d'années après la période qu'on étudie, vers 1920, le PIB par habitant a déjà connu une légère hausse, et il connaît une hausse plus ou moins modérée jusqu'encore vers la fin du XIXe siècle. Entre 1900 et 1930, il y a une hausse, encore une fois, du PIB par habitant, et ce, alors même que la population va continuer à augmenter, alors beaucoup plus modérément, parce qu'il y aura une chute démographique après les guerres napoléoniennes. On aura 10 millions de Français vers 1900, pour vous donner un ordre d'idée, donc voilà, une augmentation qui aurait pu être beaucoup plus importante sans cette phase de guerre avec le reste de l'Europe. Mais bon, 10 millions d'habitants en plus à la fin du siècle suivant, et le PIB aura légèrement augmenté par habitant. Ça veut donc dire qu'on arrive à produire beaucoup plus de richesses malgré la hausse de la population, ou en tout cas conjointement à cette hausse de la population. Et si on va jusqu'au 1920, on voit que la courbe continue d'augmenter malgré la Première Guerre mondiale, qui entraîne des dévastations terrifiantes. Donc il y a une véritable hausse de long terme de la croissance économique. Et puis bien sûr, ce sera une augmentation de la qualité de la vie sans précédent et de la richesse collective dans la période des Trente Glorieuses, voilà, qui permet d'atteindre des niveaux jamais vus auparavant. Donc voilà, ça c'est un autre effet positif finalement de la fin du système corporatiste. On entre dans l'économie moderne, qui est une économie de croissance, qui certes ne profitera pas à tous pendant l'essentiel du XIXe siècle, mais qui est quand même marquée par un progrès historique notable. Et pour rester nuancé, donc ça c'est les aspects positifs de l'abolition des corporations, ce qui justifie de mon point de vue de ne pas adhérer à la critique réactionnaire qui consisterait à faire croire que c'était mieux avant, car j'ai montré que ça ne l'était pas. Cependant, il faut rester tout de même nuancé sur cette évolution historique. Ça n'est pas un progrès pur et simple et sans ombre, puisque à la suite de l'abolition des corporations, eh bien, les classes dominantes, les nouvelles élites dominantes de la France, celles qui ont remplacé l'aristocratie d'Ancien Régime, se sont arrangées pour que la répression d'État empêche finalement les couches populaires de bénéficier de tous les avantages de cette liberté individuelle charmante acquise et de la capacité de pouvoir s'associer pour défendre leurs intérêts dans les nouvelles conditions de l'économie moderne. En effet, les mesures répressives dont furent responsables en partie les assemblées révolutionnaires, mais aussi et surtout les régimes bourgeois et conservateurs du XIXe siècle. Donc déjà il y a le Directoire, qui est un grand moment de réaction contre les droits démocratiques et contre voilà, toutes les tendances de gauche de la Révolution française. Puis on a le Consulat et l'Empire, puis on a les monarchies de la Restauration, puis on a les monarchies de Juillet, puis on a le Second Empire. Je passe sur la
Seconde République qui est un peu une exception, mais tous les autres régimes vont conserver finalement ces mesures de répression, le livret ouvrier, l'interdiction des syndicats, l'envoi de l'armée quand il y a des mouvements sociaux, et toute cette violence sociale en fait extrêmement forte qui sera soutenue sans pitié par les différents États bourgeois en France tout au long du XIXe siècle, qui explique évidemment en réaction la violence des luttes de classe de cette période et aussi la violence des idéologies politiques révolutionnaires qui vont se développer au XIXe siècle en réaction face à cette oppression. Donc finalement, ce sont ces mesures voilà, qui ont été prises en place après l'abolition des corporations et non pas à cause de cette abolition, qui ont aggravé les violences de l'industrialisation et rendu beaucoup plus âpre la condition salariale du XIXe siècle. Il faut bien distinguer ces différents éléments, faute de quoi on risquerait de tomber par amalgame et par mépris de la chronologie et compression des dates et mauvaise foi intellectuelle aussi, il faut bien le dire, on risquerait de rendre vraisemblable l'idée que les corporations étaient un bon système et que les gens y étaient satisfaits et qu'elles auraient été cassées par les méchants révolutionnaires, alors que j'ai essayé de vous montrer que c'était bien plus complexe que cela. Voilà, je m'en arrête là, j'espère que cette conférence vous a intéressé, que vous avez des questions sur ces sujets qui sont denses, et je vous remercie de votre écoute.